Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc j'ai intitulé le sujet du jour qui pour moi est très important parce que vous allez voir, je pense que ça va prendre du temps, donc bon, malheureusement, vous allez voir à quel point ça regroupe tous les autres sujets. Mariage, terrorisme, musulmans, tariq ramadan, tawhid, etc., etc. Et donc, le sujet du jour, je ne sais même plus comment je l'ai appelé, j'ai déjà oublié. Je dois le relire parce que je l'ai écrit tout à l'heure. C'était donc notre âme, c'est inconnu tellement dangereuse. Voilà. Alors je vous demanderai, comme d'habitude, d'essayer de faire un effort d'attention, parce que malheureusement, ce genre de sujet, si on écoute d'une oreille distraite, on perd le fil, alors on se dit, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il radote, on comprend pas. Et alors que si on fait attention, on va bien comprendre l'importance de ça. Alors, comme vous le savez, moi comment je fonctionne, c'est que j'essaye d'observer ma vie, d'observer le monde dans lequel je vis, d'observer les gens que je côtoie et d'en tirer des leçons. Des leçons qui vont me servir, qui vont vous servir et qui sont connectées bien sûr à l'islam, puisque nous sommes musulmans, et nous aider à comprendre certaines choses qu'on subit sans comprendre. Et moi, qu'est-ce que je constate? C'est qu'en fait, nous sommes très ignorants de cette personne un peu étrange qui est en nous. Et cette personne, plus le temps avance, plus la modernité s'installe, plus elle devient une personnalité étrange et multiple. Je vais pas dire qu'on est tous schizophrènes, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté de nous qui voudrait être quelque chose. On voudrait faire hijra, on voudrait se marier, on voudrait avoir des enfants qu'on éduque dans l'islam, etc., etc. On voudrait. Je crois que la plupart d'entre nous, sauf exception, on veut plus ou moins les mêmes choses. On idéalise les mêmes choses avec des variations suivant notre âge, nos origines. On connaît la chanson. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, en langage psychologique, notre surmoi, c'est-à-dire cette couche qui est construite par plein de choses. La télé, nos parents, nos amis, les médias, notre jeunesse, notre adolescence, nos références, etc., etc. Et pourquoi moi j'observe énormément? Pourquoi j'essaie de comprendre? Parce que j'essaie de trouver des preuves, qui avalisent ma théorie, qui est que je n'accepte pas le principe de dire le bien, le mal, les méchants, les gentils, le salaud et la victime, la pauvre fille divorcée, le pauvre salaud qui l'a abandonnée. La vie m'a démontré, et la réflexion que je fais sur la vie m'a démontré que c'est toujours plus compliqué que ça. Et que parfois, le responsable ou les coupables sont multiples et pas toujours ceux qu'on croit. Et c'est très important dans nos relations humaines, entre amis, entre mari et femme, entre parents et enfants, de bien comprendre que les responsabilités sont multiples et que parfois celui qui a l'air d'être la victime est en fait au moins co-responsable, si pas responsable. Il y a un frère, il m'a écrit en privé quelque chose qui m'a bien, comment je vais dire, qui m'a bien marqué. Il m'a dit, Akhi, j'ai appris que tu as des problèmes dans ta vie privée, etc. Franchement, ça me déprime parce que je me dis que si un type comme toi, tellement profond, tellement psychologue, tellement ouvert à l'écoute et au dialogue, a des problèmes à répétition dans sa vie privée, que dire de nous? Ce qu'il m'a écrit, avec ses mots à lui, je ne sais plus les mots, mais ça voulait dire ça. Et je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne sais pas si il écoute.
J'ai envie de lui répondre parce que la réponse va vous ramener au sujet du jour. Mon frère, peut-être qu'il écoutera en différé, enfin peu importe. Mon frère, détrompe-toi, tu te trompes profondément sur le fonctionnement de la nature humaine, le fonctionnement des hommes et des femmes. Nous pensons que les sentiments humains et les rapports humains sont gouvernés par la logique. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que justement, nous ne sommes pas des animaux. C'est ça l'histoire. Les animaux sont systématiquement dans une logique. Vous ne verrez jamais un animal fumer une cigarette parce que son instinct, sa logique le pousse à comprendre c'est mauvais pour moi. Et donc il ne le fait pas. Un animal ne fait pas quelque chose qui est mauvais pour lui. Il suit ses instincts pour s'assurer de perpétuer l'espèce, de perpétuer ses gènes à travers une descendance, etc. Nous, créatures humaines, on est très très spécial. On est très unique. Avec les djinns, bien sûr. On a un libre arbitre. On fait des choses qu'on regrette. On fait des choses qu'on ne comprend pas. On dit des choses insensées, etc. Et donc, ce que j'ai envie de répondre à ce frère, c'est que, au contraire, c'est parce que je suis comme ça que j'ai tous ces ennuis. Avec la justice, avec mes parents, avec mes mariages, etc. C'est à cause de ça. A contrario, un homme beaucoup plus basique, simple, direct, carré, qui fait pas dans la dentelle, ma sœur, crains Allah, truc, jette ses clopes à la poubelle, si tu recommences, je t'en mets une. Ces frères-là, ils ont beaucoup moins de problèmes. Parce que, quelque part, ils proposent une solution encadrante qui n'est pas sujette à cogitation. Quand on est quelqu'un de profond, qui est dans le dialogue, dans la compréhension, etc., dans une certaine forme de tolérance, à contrario, ça déstabilise certaines personnes. Il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas que les femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes, d'où le succès du mouvement néo-salafi, il y a beaucoup d'hommes, d'humains, on va dire, qui sont rassurés et en demande d'être dans un encadrement robotique. Fais ci, fais ça, chaussettes au-dessus du pantalon, siwak en marchant vers la mosquée, quand tu pries, regarde devant toi un point fixe par terre, truc, un innovateur c'est pire qu'un mécréant, etc. C'est-à-dire toute une série d'ordres techniques, comme en programmation informatique. Hein, les programmateurs, les frères qui se connaissent en informatique voient de quoi je parle, qui sont basés sur oui, non, 0, 1, binaire, etc. Ces gens-là, les gens qui fonctionnent comme ça, ils ont beaucoup moins de problèmes dans la vie. Donc il ne faut pas du tout croire que les gens profonds, qui réfléchissent, qui dialoguent, qui cherchent à comprendre, sont des gens qui ont la vie facile, que toutes les portes leur sont ouvertes, que tout le monde les comprend parce qu'ils s'expliquent. Pas du tout. Moi, toute ma vie, depuis l'adolescence, partout où je passe, encore actuellement dans ma formation, on m'aime bien, on est intrigué par moi, mais on est déstabilisé. C'est qui? C'est quoi? Il a l'air de ça, mais en fait, il est ça aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Etc., etc. Et voilà, malheureusement, chacun, comme je disais aujourd'hui, j'ai parlé avec des collègues dans la formation, parce que les gens font des complexes, on ne pourra pas vendre autant que toi tu sais parler, etc. J'ai dit, écoutez, moi je suis croyant, et je raisonne en croyant, même si je ne rentre pas dans les détails, je dis à qui veut l'entendre que je suis croyant, et je dis, il faut bien comprendre une chose. Toute personne qui est ici sur Terre est là avec des spécificités nécessaires. On a besoin de gens qui ont le sang froid, qui sont calmes et organisés pour faire la comptabilité. On a besoin de gens extravertis, chaleureux, etc. pour être en contact avec la clientèle. On a besoin de gens qui n'ont pas peur de salir les mains,
qui sont bricoleurs, etc., pour réparer les moteurs, etc., etc., puisque je suis dans une formation automobile. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas un modèle unique qui est parfait, merveilleux, etc. Non, il y a des modèles de tout genre, physique et psychologique, qui ont tous une raison d'être. Mais le problème, il est où? Et là, on revient au sujet de l'âme d'aujourd'hui. Le problème, il est où? Pourquoi il y a tellement de gens malheureux? Pourquoi il y a tellement de divorces? Pourquoi il y a tellement d'incompréhension? Pourquoi il y a tellement de groupes en islam? Pourquoi il y a tellement de chamailleries, de mise en garde, de machin? Parce qu'en fait, beaucoup de gens n'acceptent pas qui ils sont, n'acceptent pas leur nature, et ils veulent correspondre au forceps à un modèle préétabli, idéalisé. Idem avec les mariages. Quand vous parlez avec un frère, en général, sauf exception, ils vous disent tous la même chose. Je veux une sœur plutôt jeune, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas connu de garçon avant moi, qui n'est pas trop féministe, qui accepte la place du mari, etc., etc. Mais le problème, c'est que ce schéma-là dont on parle, il correspond pas à tout le monde. On vous a fait croire que c'est le modèle idéal et que tout le monde doit viser ça, etc. Mais c'est pas vrai. Parce que vous êtes tous dans des cas différents, vous avez tous un caractère différent. Il y a des frères, dans mon genre, qui sont extrêmement mal à l'aise devant une femme silencieuse, mystérieuse, boudeuse, capricieuse, illisible ou incompréhensible. Ces frères-là, ils doivent admettre qu'ils doivent se diriger vers une sœur qui aime dialoguer, qui aime s'exprimer, qui aime s'expliquer. Ils ne doivent pas de force dire oui, une femme c'est bien, si elle est modeste, elle rase les murs, elle parle pas beaucoup, elle a peur de sa langue, machin truc. Il y a des natures, et toujours quand on va contre sa nature, bien sûr dans le halal on se comprend, on parle bien sûr dans le cadre de l'islam, inutile de l'expliquer. Quand on va contre sa nature, quand on n'accepte pas qui on est, eh bien on suit des fausses pistes. Et de fausses pistes en fausses pistes, on s'abîme le cœur, on s'abîme l'âme. On en vient, comme beaucoup d'entre nous, à être dans une espèce de dépression latente, comment on dit, qui végète comme ça, où en fait on lit qu'en théorie le musulman, il est souriant, il est optimiste, il est confiant, il s'en remet à Allah, etc., etc. Et puis en pratique, on voit des gens qui roulent leur camel, qui sont déprimés, qui ne croient plus en rien. Enfin, en rien, ça veut dire le mariage, j'y crois plus, les enfants, oulala, à notre époque, c'est une fitna, enfin, etc. Alors, il y a ce qu'on appelle une dichotomie qui s'installe. Il y a toute une espèce de double personnalité qui s'installe en nous. La personnalité qui vise des idéaux, et le fameux surmoi qui les désidéalise. Alors évidemment, on en sort très abîmé. Alors le problème, c'est la suite. Une fois qu'on est abîmé, tout seul, dans son célibat, et qu'on pense à tort que on va se diriger vers ce que j'appelle un mariage vaccin. Chevalier blanc, le bienfaiteur. Ah, Abou Rayyan, merveilleux, il parle, il comprend, il est profond, etc. Donc, on idéalise. Une fois qu'on se retrouve dans la réalité, c'est quoi la réalité? Vous la connaissez? Ma réalité, c'est votre réalité. C'est la nuit, on dort. Parfois, on est malade. Parfois, on se réveille de mauvaise humeur. Faut faire des lessives. Faut faire à manger. Faut payer des factures, sinon il y a des rappels avec des suppléments. Il faut aller à des rendez-vous à l'heure. Faut prendre le tram. Y croiser toutes sortes de gens qu'on n'a peut-être pas envie de voir. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et quand on vit dans un monde parallèle, un monde idéalisé, on souffre. On souffre parce qu'on dit « Ah, mais moi, je croyais qu'avec cette sœur et son djilbab, je croyais que ce frère avec ses audios, tout allait être merveilleux, que j'allais vivre dans une espèce de conte de fées, dans une espèce d'ambiance d'audio permanent. » Non. Avec moi, avec un autre ou avec encore un autre, il y a une vie de base,
un socle commun. La réalité, dunya, les obligations, etc., etc. On n'y échappe pas. Que le gars soit grand ou petit, gros ou mince, beau ou moins beau, pieux ou moins pieux, il y a la réalité. Rappelez-vous cet audio de 2009, pour ceux qui me connaissent cette époque-là, j'avais beaucoup insisté, je crois que je l'avais appelé l'hyper-réalisme. Moi j'y tiens fortement cet hyper-réalisme, parce que pourquoi? Dès qu'on n'est pas dans cet hyper-réalisme, on entre automatiquement dans les idéalisations, et même si l'idéalisation c'est un côté charmant, ça mène inévitablement à de la souffrance, et à de la désillusion, et parfois, au final, à des suicides. Soit des suicides physiques, le plus extrême, on se jette sous un métro, on se jette d'un immeuble, on se bourre de médicaments, etc. Ou soit un suicide affectif, sentimental. Combien, vous le savez, je le dis chaque fois, combien de sœurs, franchement, hein, vous visitez leur mur Facebook, vous vous dites, cette sœur, il va falloir que je la contacte, elle est au bord, elle va basculer. Elle est au bord du basculement. L'effet pervers, c'est la suite. C'est qu'on apprend à vivre avec cette espèce d'âme insatisfaite, que j'appelle avec un ami le blues. Ouais, le blues, une espèce de blues constant. Et alors on s'y habitue à ce blues, et ce blues devient notre ami. Il devient notre compagnon de vie, le blues. Ah, il fait gris. Oh là là, l'islamophobie. Oh, l'État islamique, ils ont perdu Mossoul et Raqqa. Oh, je vais devoir trouver du boulot, je vais devoir enlever mon voile. Oh, la sœur, son mari l'a quitté avec 4 gosses. Vous voyez, une sorte de négativité constante qui ne se nourrit que du négatif. Et qui commence à développer, je m'excuse du mot, une sorte de jouissance dans le négatif. La suite, c'est ça le drame. La suite, c'est la transposition de cette négativité dans un couple dans lequel on doit vivre des expériences positives, soigner le cœur de l'autre, le faire rêver un peu, partager des choses positives afin de construire un socle de couple pour qu'il puisse affronter la suite. Et on arrive avec tout le blues. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Qui ici peut dire je vais épouser, je sais pas, hein, mon modèle de femme idéale, physiquement, et qu'elle va être avec moi, et ça ne va m'amener que du négatif. Combien de temps vous allez tenir? Les plus jeunes, les plus impatients, 1 semaine. Les plus solides, quelques mois. Les fous furieux, quelques années. Et ils vont en ressortir dans quel état? Dégoûtés, laminés, complètement opposés, et avec plus aucun espoir dans le fait d'avoir un mariage heureux, etc. Et donc, revenons au sujet, parce que c'est là qu'on en vient à ce fameux, c'est très abstrait parfois, quand on parle de jihad al-nafs, donc le combat, la lutte contre sa nature profonde. Pourquoi c'est tellement important? Il y a beaucoup de gens, quand on dit ça, même moi à l'époque, ils ironisent. Ouais, jihad al-nafs, la bonne planque, c'est pour se donner une excuse pour pas agir, etc. Le problème, c'est que, moi y compris, quand on dit ça, on parle avec beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup d'ignorance quand on dit ça, parce que on constate à un moment donné, sur chaque sujet dont je vous ai parlé au début de l'audio, les attentats de Londres, Tariq Ramadan, les mosquées évacuées à Clichy, les bombardements en napalm à Idlib en Syrie, tous ces sujets, les 250 migrants morts dans la mer, etc. Quand on survole ces sujets, qu'on prend de la hauteur, comme avec un drone, qu'est-ce qui en ressort de commun? C'est qu'en fait, l'humain, musulman et non musulman, a une âme qui est prise en otage par des phobies, des peurs, l'envie illusoire de sécurité, puisque l'encre de nos destins est déjà sèche, et nous mourrons où qu'on soit, même en haut de tours, etc. Et donc, à un moment donné, on vit dans un monde actuellement, musulman et non musulman, qui est de plus en plus gouverné par l'émotionnalité, à tous les niveaux.
Moi, vraiment, je vous assure, quand j'écoute, hein, c'est dans l'air, les débats, etc. Je me dis, c'est complètement fou, en fait. Je- je- Et ma propre vie est folle. Les choses que je vis sont folles. Je les raconte pas parce que ça ne se fait pas, mais je vis dans ma vie privée des choses folles. Je vois et j'entends autour de moi des choses folles. Qu'est-ce que ça veut dire quoi folle? Parce qu'on va dire ouais mais fou, qu'est-ce que tu veux dire fou? Quand on dit folle, ça veut dire des choses qui sont plus sous l'emprise de l'intellect ou de la raison, mais qui sont sous l'emprise des phobies. On va l'appeler comme ça, des phobies. Par exemple, on nous dit, euh, en France, il y a eu ça il y a 2 jours, je crois, et aujourd'hui en Belgique, un homme a foncé avec sa voiture, machin. On a trouvé dans l'autopsie qu'il était plein d'alcool, de shit et de machin. Mais c'est un attentat, c'est une tentative d'attentat, c'est un attentat islamiste. Donc à un moment donné, les gens ne s'écoutent pas. Les gens ne s'écoutent pas. Islamiste veut dire que c'est une espèce de fanatique de l'islam. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, va commencer à tirer dans des bouteilles d'alcool dans un supermarché, donc quelqu'un qui est fanatique de sa religion, qui est à l'extrême de sa religion. C'est ça que ça veut dire. Et on nous dit, dans le même temps, en fait, c'est quelqu'un qui prenait pas sa religion au sérieux. Il buvait, il y en a plein d'histoires, vous rappelez-vous, hein, le truc d'Orlando dans la boîte, le gars de Nice avec le camion. On nous dit à chaque fois après, c'est des gars, en fait, ils couchaient, ils sortaient, ils fumaient, ils prenaient de la drogue. Donc en fait, on nous dit, vous comprenez ce que je veux dire? On nous dit tout et son contraire. On nous dit, ce sont des fous furieux islamisés, fanatiques de leur religion, qui tuent pour leur religion, mais ils vivent à l'opposé de leur religion. Mais quand ils tuent, c'est pas à cause de la drogue ou l'envie de faire un acte fou. C'est pour leur religion qu'ils tuent. Mais ils ne vivent pas dans leur religion. Comprenez le truc? Et tout le monde, en fait, tous les intellectuels là, dans les débats, tout le monde prend ça comme ah ouais, ouais, oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est. Ouh là là, l'islamisme. Alors c'est fou, en fait. On se dit, mais. Ça, c'est le sujet du terrorisme, mais c'est la même chose dans le reste. C'est la même chose dans le reste. En fait, on a l'impression qu'on nous dit je marche dans la pluie, mais je ne suis pas mouillé. Je me couche au soleil, mais je ne bronze pas. Donc en fait, on nous dit des choses qu'on doit accepter, qui sont complètement insensées. C'est à l'image du reste. Vous allez acheter. Enfin, moi j'en ai vu un récemment. Ça a beaucoup changé par rapport à quand j'étais jeune. J'ai vu récemment un paquet de tabac roulé. Et j'ai vu dessus une immense photo avec quelqu'un je sais pas, qui est occupé à crever, avec marqué tout autour. Savez-vous que ce produit contient 70 produits toxiques, chimiques, machin? La réalité des études prouve que ça mène à la mort. Bon. Mais je te le vends. Et je prends des taxes dessus. Vous comprenez le truc? Et donc cette histoire, pourquoi je vous parle de ça? Cette histoire de chaud-froid, vous voyez, islamiste, mais qui vit pas comme un islamiste. Vous voyez? À force qu'on vit là-dedans, eh bien, les gens, ils deviennent comme ça. Je veux dire, hier, pour ceux qui suivent Facebook, je sais plus qui m'en a parlé. Je crois que c'est un frère, il est pas là, il travaille avec Uber, donc je crois pas qu'il est là. Il me dit, écoute, bon, je veux pas retourner le couteau dans la plaie, mais il y a un certain Brulux, c'est complètement fou. En fait, il fait du rap dans lequel il sort des flingues, il dit des insanités, il affiche des barres de hashish et tout. Et en même temps, il y a d'autres vidéos sur lui où on le voit réciter le Coran, mener la prière Tarawih, etc. Je dis non, enfin le frère il fait une blague. Je veux bien qu'il y a des rappeurs qui disent Hamdulillah, Bismillah, etc. Mais ça se limite à ça en fait. Ils mettent un peu de décoration religieuse pour montrer je suis pas français. Mais je dis là ça va un peu loin. Et là j'ai été vérifié et effectivement j'ai vu tout ça. Je me suis dit bon, il y a plusieurs façons de réagir. Soit on dit ah t'es fou, hypocrite, machin, gna gna, qu'Allah le brise. Bon, moi c'est pas trop mon style. Moi j'ai plutôt
analysé. J'ai écouté quelques textes, j'ai écouté quelques interviews, et je suis arrivé à la même conclusion que ce que je vous dis, depuis tout à l'heure. Je suis arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, le musulman, on peut parler des autres, mais parlons des musulmans, à mon avis, les gens d'extrême droite, c'est la même chose. Ils ont leur personnalité dans Dunya. On s'amuse, on voit des caméras cachées. Je mets sur Facebook la dernière blague à la mode, machin. Hein? Je joue à des jeux vidéo, je vois des combats de MMA. Enfin, vous connaissez, vous voyez comme moi tout ce qui se passe. Donc j'ai ma personnalité qui représente mon moi sans l'islam. Et puis, je mets ça de côté, à un moment donné, parce que j'ai eu un flash, parce que je suis dans une journée où j'ai envie d'être spirituel, ou j'ai lu un bouquin qui m'a rappelé l'islam, sa grandeur, etc. Puis, j'arrive avec un truc l'islam. Mon frère craint Allah, truc innovateur. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Taskia, machin. Vous voyez, donc, voilà. Et en fait, ce gars, la Brulux, à mon avis, comme beaucoup d'autres, c'est un peu un cas extrême, mais qui existe pour nous faire comprendre les cas moins extrêmes. Il est tout à fait représentatif de notre époque. Moi, je pense, ça peut vous paraître fou, moi, je pense que quand le gars récite du Coran, je crois pas qu'il est dans une manœuvre, comment on appelle ça, de manipulation hypocrite. Je crois pas. Je crois qu'il est dans son truc. Il est dans son moment où il a endossé, où il a enclenché le musulman. C'est l'Aïd, je suis habillé avec ma djellaba blanche, je suis en mode islam. Puis, j'enlève ma djellaba, il y a un pote qui arrive, il sort du shit, il me fait écouter un nouveau son, on allume le ouinge, on le fait passer entre nous. Ah, là, je suis en mode gars des cités. Truc, ouais, machin, truc ta grand-mère, passe le champagne, bon. Et donc, c'est qu'il faut comprendre quand on voit ça. Le but, quand on est un peu intelligent, c'est pas de dire être fou, hypocrite, machin. Parce que finalement, comme je vous dis, lui c'est un exemple extrême, mais nous sommes tous un peu Brulux, à des degrés différents. Il y en a qui le sont beaucoup plus forts, parce qu'ils sont dans des cas, comment je vais dire, ils sont dans des cas plus psychiatriques que d'autres. Mais ce qui est important, c'est de voir le symbole qu'il y a derrière ça. La leçon qu'on peut en retirer par rapport à nos vies. Et cet exemple extrême aide à mieux comprendre qui nous sommes. Comment ça se fait que je suis sur Facebook, je poste Ibn Taymiyyah, machin, des photos de paysages, des rappels, machin. Et puis quand je suis dans ma voiture, section d'assaut, truc, maître Gims, vous comprenez? C'est parce qu'en fait, nous sommes, sans nous en rendre compte, parce qu'on vit en Occident, mais c'est pas le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est parce qu'on vit... Oh là là. C'est parce qu'on vit en Europe, donc on est machin. C'est pas la vie en Europe. C'est pas la vie en Europe parce que les gens au bled, ils sont dans le même truc parce qu'il y a l'Internet. Comprenez? Eux aussi, ils veulent leur ceinture Dolce Gabbana. Eux aussi, ils veulent leur Ray-Ban. Eux aussi, ils veulent l'iPhone. Ça change rien de pas être ici. C'est le fait que nous sommes dans une culture mondialisée dans laquelle il y a des désirs matériels de ce bas monde et il y a nos idéaux plus ou moins forts d'islamité. Alors, bien sûr, c'est pas que toi, c'est moi, c'est tout le monde. Tous les gens honnêtes qui sont ici, ils vont l'admettre. Nous sommes comme ça, à des degrés divers, mais nous sommes comme ça. Et Brulux n'est que le miroir qui nous renvoie le côté extrême de ce qui est en nous. C'est pas facile à admettre, hein, mais c'est la réalité. Et c'est là où vous pouvez comprendre beaucoup mieux pourquoi, on en revient à ça, pourquoi les divorces. Eh bien, tout simplement à cause de ça. Parce que si, à un moment donné, avec mon mari ou ma femme, je ne suis pas en concordance
dans ces moments de dunya ou dans ces moments de din, on se dispute. Attends, le frère récite le Coran, machin, il me fait des rappels, et moi je suis en mode série, Desperate Housewife, Maître Gims, machin. Oh là là, il m'embête avec ses rappels, c'est pas le moment, j'ai pas envie pour le moment, j'ai envie de me distraire, j'ai eu de la pression toute la journée, etc. Quand il me vient avec des choses de dunya, les enfants, les factures, il faudrait les inscrire à des cours privés parce que machin. Moi, je suis dans mon truc spirituel, arrête avec tout ça, on va tous mourir, c'est la fin des temps, tu vois pas ce qui se passe dans le monde, etc. T'es attaché à dunya, etc. Et donc, il y a cette, comment on appelle ça? Il y a cette diabolisation de l'autre qu'on voit comme un ennemi parce qu'il est dans un moment qui ne nous correspond pas à ce moment-là. Je sais que c'est un peu fou ce que je dis, enfin, je choisis mal les mots, mais je vais essayer de reformuler d'une manière intelligente. C'est-à-dire que pour qu'un couple fonctionne dans le temps, ou une amitié entre frères, entre sœurs, il faut une concordance, c'est-à-dire quand lui il est en mode dunya, moi aussi, et quand il est en mode din, moi aussi. Et quand ces moments sont pas synchronisés, c'est là qu'on dit il n'est pas fait pour moi, c'est pas mon âme sœur, il est trop attaché à ce bas monde, ou inversement, oh, il me casse la tête, il me parle tout le temps de din, il peut pas prendre la vie un peu à la légère, parfois moi j'ai besoin de respirer, me faire un petit ciné avec mon mari, tranquille, etc. Vous comprenez? Donc moi je suis convaincu, parce que je l'ai vécu, et vous l'avez vécu certainement aussi, je suis convaincu qu'il faut arrêter avec cette histoire, les méchants et les gentils, les types bien et les salauds, les saintes et les garces. On est tous un peu tout ça à des moments différents. Et le problème, c'est quand on voit en l'autre, c'est ça l'histoire, hein, croyez-moi, c'est le point important. Quand on voit dans l'autre quelque chose qui nous renvoie à nous et qu'on n'aime pas en nous, on commence à détester l'autre. Parce qu'il nous renvoie ce qu'on n'a pas envie d'admettre. Et ce miroir, nous ne l'acceptons pas. Parce qu'on est dans un désir d'idéalisation. Sans vouloir caricaturer. J'exagère volontairement pour me faire comprendre. Pourquoi vous croyez que les gars qui étaient dans les cités, vous connaissez le schéma, hein, vous connaissez ça mieux que moi, comment vivent les gars des cités. Pourquoi croyez-vous que la plupart de ces gars, on les retrouve en Syrie, dans les groupes ou dans les actions les plus extrêmes, les plus dures? Mon frère, je t'ai vu avec tes clopes, truc, crains Allah, je vais te dénoncer, machin, tu vas voir, truc. Alors que lui-même, il n'y a pas longtemps, il était là-dedans, voire pire. Passons les détails. En fait, c'est parce que c'est ce que je viens de vous dire. Quand il voit ce frère avec des faiblesses qui fume encore, ça le renvoie à lui et à ce qu'il déteste de sa vie d'avant. J'ai vendu du shit, je fumais du shit, j'ai couché avec des femmes hors mariage, machin, j'ai manqué de respect à ma mère, j'ai volé, j'ai braqué. Et donc quand il voit ça, lui il en est sorti momentanément. Quand il voit ça chez l'autre qui est encore dans les faiblesses, la dureté qu'il a envers cette personne, c'est parce qu'elle le renvoie à ce que lui était. Et alors il a la haine, parce qu'il ne veut pas accepter qu'il a été comme ça. Comment j'ai pu fumer du shit? Comment j'ai pu coucher avec toutes ces filles, machin, faire tout ça? C'est pas possible. Et là vous comprenez mieux c'est quoi l'extrémisme. Et même parfois, dans les délits, les viols, les machins, derrière tout ça, il y a la détestation de soi. Et voilà pourquoi c'est tellement important cette histoire de djihad al-nafs. Parce qu'en fait, à un moment donné, si vous n'avez pas apprivoisé votre âme, vous n'avez pas accepté qui vous avez été, vous n'acceptez pas qui vous êtes encore aujourd'hui. Je crois que ni vous ni moi, nous sommes des espèces de saints qui ne faisons aucun péché et qui n'avons aucun manquement. Moi pas en tout cas, vous peut-être, moi pas. Si à un moment donné, on n'accepte pas, comment j'explique ça, qu'on est dans cette espèce de rejet de soi-même, il y a beaucoup de gens comme ça, hein, eh bien on en vient à se détester. Et malheureusement, quand on se déteste, on ne peut pas aimer quelqu'un. Rappelez-vous cette phrase. Quand on se déteste,
On ne peut pas aimer quelqu'un. On ne peut pas avoir de l'amitié. On ne peut pas avoir de l'amitié pour un frère. On ne peut pas avoir de la rahma. On ne peut pas avoir de la taqwa. On n'a que de la haine. Je suis trop grosse, je suis trop petite, mon nez est trop machin, je suis trop vieille, j'ai 3 gosses, je suis immariable. Tous les jours on se dit ça. Et encore, et encore, et encore. À un moment donné, il faut prendre soin de son âme. Ça ne veut pas dire baisser les bras. Ouais, ben voilà, je suis comme ça, c'est foutu. C'est pas ça que je dis. C'est à un moment donné dire, voilà mon cadre, voilà qui je suis, voilà mon enfance. J'ai eu un père violent, j'ai eu un père absent, j'ai eu un père qui a abusé, ça existe. J'ai eu une mère tendre, j'ai eu une mère absente, j'ai eu une mère dominante. C'est mon patrimoine, c'est ma vie. Je dois faire avec. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ma vie, dans la suite de ma vie, pour changer ma trajectoire? C'est ce qui arrive avec toutes ces histoires de pédophiles, quand vous lisez les trucs là de faites entrer l'accusé, les émissions là. C'est j'ai été abusé quand j'étais gosse, je vais être attiré par les gosses, et on continue, et le gosse qui a été abusé va lui-même... Et on continue et ça finit plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut analyser qui on est, accepter notre vie, notre destin, en tirer des leçons et aller de l'avant. Surtout quand on envisage de changer de vie. Changer de vie à travers le mariage, à travers la hijra, plein de choses. Si on ne fait pas cet effort-là, ça me rend fou. Enfin bon, bref. Si on ne fait pas cet effort-là, et qu'on dit ouais, je balaye la poussière sous le tapis, passons, je veux pas voir tout ça. Partout où vous allez aller dans le monde, Maroc, Chem, Égypte, Malaisie, campagne en France, etc., ça va vous poursuivre. Ça va revenir inévitablement. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire à ceux qui ne veulent pas faire les réformes sur leur âme. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous serez tout le temps rattrapés. Et même si Allah vous envoie le meilleur des hommes, même si Allah vous envoie une femme ultra pieuse, si vous avez le virus dans votre cœur et que vous ne l'avez pas soigné, c'est foutu d'avance. C'est foutu d'avance. Ce que je vais dire est un peu extrême, mais notre âme non purifiée est un ennemi absolu qui va nous pousser à plein de choses négatives. Dépression, médisance, mensonge, hypocrisie, faux semblants, etc. Il faut à un moment donné comprendre, et je l'ai souvent dit, et combien de gens, maintenant je ne le fais plus, avant je le faisais, combien de gens viennent chez moi et déversent tout leur mal-être comme si sur le mur de lamentation. Abou, voilà mon numéro, appelle-moi, j'ai besoin de te parler, j'ai des problèmes avec mon mari, toi tu pourras comprendre, appelle-moi, appelle-moi. Avant je faisais, parce qu'avant je pensais, tu peux pas fermer tes oreilles, ton cœur et ton temps à des gens qui sont en nécessité d'aide. Et qu'est-ce que j'ai appris? Gagner du temps si vous êtes jeune, pour pas faire mes erreurs. Qu'est-ce que j'ai appris? La plupart des gens qui se plaignent, la plupart des gens qui se posent en victime, sont des gens qui ne veulent pas changer. Ils veulent que vous les écoutiez. Écoute-moi. Et quand tu me donnes des solutions, oui, d'accord, oui, ok, ça va, c'est gentil, Abou, machin. Et une semaine après, la personne revient avec les mêmes plaintes, les mêmes drames, et ne veut toujours rien changer. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est triste à dire, c'est pas réjouissant, mais les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des épreuves, j'ai pas dit qu'il faut pas aider les gens, c'est pas ça que j'ai dit. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que votre rôle, il est limité. Vous pouvez donner un coup de main, comme dans un déménagement, vous donnez un coup de main. Mais si avant que vous veniez aider pour le déménagement, le frère ou la sœur
n'a pas réuni ses affaires, n'a pas fait des caisses bien ordonnées, n'a pas tout préparé devant sa porte, vous allez arriver chez elle ou chez lui, devant un énorme foutoir, et vous dites, mon frère, je veux bien t'aider à déménager, mais il faut un peu préparer. Moi, je ne peux pas commencer à emballer avec toi, je ne sais pas, tu veux mettre quoi dans quelle caisse, etc. Je veux bien venir t'aider à porter, mais mets un peu d'ordre avant. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Avant de vous engager dans ce, j'allais dire, foutu mariage. Parce que c'est devenu vraiment un truc de fou, ce mariage. Avant de vous engager dans les mariages, s'il vous plaît, je le dis à moi-même, hein, s'il vous plaît, faites le ménage dans votre vie. Faites le ménage dans votre cœur. Vous pouvez pas embarquer quelqu'un dans votre vie et amener tout votre mal-être, vos paradoxes, vos trucs tordus, et espérer que l'autre va dire ouais super, jazakallah, ah quelle bonne nouvelle, t'es de mauvaise humeur, c'est très bonne nouvelle, ah tu boutes, chambre à part, ah je suis très heureux. Vous pouvez pas espérer ça. Il y a le meilleur des frères ou la meilleure des sœurs ne pourra pas accepter ça. On est des humains, on n'est pas des anges. Non, je ne suis pas dégoûté. Je resterai, quoi qu'il arrive, toujours accroché à l'idée. Toujours accroché à l'idée. Il y a un, parce que moi, je fais pas du tout partie des gens qui se la jouent. Vive la solitude, je suis bien, je jeûne, j'ai aucun désir. Moi, j'admets complètement. Je suis un homme. Pour être équilibré et pour me sentir bien, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que il faut une relation de donnant-donnant. Je t'aide, je te comprends, je te pardonne, je tolère, je t'assiste, je t'écoute, je t'aide. Mais à un moment donné, si ça va tout dans un sens, et que dans l'autre, il n'y a rien qui vient, le meilleur des hommes ou la meilleure des sœurs va dire à un moment donné, où est-ce qu'on va? C'est quoi le but? Me vider comme une sangsue et après dire ah t'es fatigué, ah t'es de mauvaise humeur, ah t'es. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de sœurs qui disent ouais mon mari il est très bien, il est intelligent, c'est un bon père, il ramène l'argent à la maison, il est responsable. Mais il est tout le temps sur le net, Facebook, machin, etc. Ça revient souvent cette histoire. Hein, bon. Après, on creuse. Moi, j'aime bien creuser. Les slogans, c'est bien. Hein. Mon mari est tout le temps dans Facebook, virtuel, avec tous ces, comment j'ai entendu, avec tous ces mythos de Facebook. Bon, il faut savoir pour beaucoup de gens, vous êtes des mythos, vous êtes des cassos, etc., etc. Pour être sur Facebook, il faut être un cassos. Bon, voilà. Et alors, on en reste là. Après, moi, je pose des questions. Vous vivez comment? C'est quoi votre façon de vivre? Quelles sont vos distractions? Quels sont vos sujets de discussion? No life, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Ah, ben moi, je suis occupé, hein. J'ai mon ménage, puis je vais à mon cours, et puis je vais avec des copines pour voir les promotions chez H&M, machin. Et puis à ma mère, je dois aller la voir. Hein, ma mère, c'est ma mère. Là. Ah, je dis donc en fait, ton mari, il est souvent livré à lui-même. Ah bah ouais, hein, c'est pas un enfant quand même. Bon, mais je dis mais ma sœur, je crois que ton frère, ton mari, en fait, il s'occupe. Il s'occupe. Voilà. Si tu veux que ça change, bah, ce serait bien de passer du temps avec lui. Ce serait bien de parler avec lui. Ce serait bien de t'intéresser à ce qu'il écrit, à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, à ce qu'il pense. Ouais, mais bon. Ah, quoi? Oui, mais bon. Tu veux pas? Ça t'intéresse pas? Alors laisse-le. Laisse-le se défouler. Vous voyez l'illogisme dont je parle? C'est ça l'illogisme. Ah, mon mari, il est plein d'énergie, il est habitué à faire du sport, etc., etc. Il est tout le temps fourré à faire son jogging au parc, aller à ses entraînements, etc. J'ai dit, mais admettons qu'il va plus à son entraînement avec ses potes. Qu'est-ce que tu lui proposes pour contrebalancer ça?
d'être assis et d'écouter, de te regarder, voir ta série, Desperate Housewives, machin, et il doit être là. Ah, il y a Mathilda qui regarde le voisin. Ah, et le fils, il veut une voiture, il est jaloux de son voisin. Ah, ouais, d'accord. C'est pas son truc. Le gars, il a besoin de se défouler dans le sport. Qu'est-ce que tu lui proposes? Donc, à un moment donné, rappelez-vous l'audio, le respect des natures, etc. Non, mais on rigole, mais c'est ça la vie des gens. Hein. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à un moment donné, on se plaint des conséquences. C'est systématique. On se plaint des conséquences. Et personne ne veut s'attaquer à la source du problème. Tu veux passer du temps avec ton mari? Tu veux qu'il soit avec toi, qu'il t'écoute, qu'il te parle? Viens vers lui. Intéresse-toi à lui. Et inversement, hein, je ne vais pas dire homme-femme, femme-homme, vous avez compris que c'est dans les deux sens. Les gens sont tous à vouloir s'affirmer. Moi, je vis comme ça, moi, je fais ça, moi, je regarde ça à la télé, et moi, je fréquente un tel, et ma mère, et mon truc. Et puis, ils s'attendent à ce que l'autre s'incorpore à leur vie, comme ça, comme le pied dans une pantoufle, et que ça va se passer tout naturellement. Et ça, c'est quoi, en fait? C'est quoi cette maladie? Ça nous ramène à quoi? À ce foutu nefs qui est bourré d'orgueil, qui est bourré d'individualisme, moi, parce que je le vaux bien, et moi je suis bien, et moi je vis bien, et moi j'ai le bon rythme de vie. Je me couche à 2 heures du mat, je me lève à midi. Lui aussi, hein. Ah non, il se lève à le fajr, il se couche plus, à 9 heures il est fatigué. Mais tu veux quoi, ma sœur? Tu veux continuer à vivre d'une manière asynchrone avec lui et espérer que ça va bien se passer? Ou bien, si c'est quelque chose qui n'est pas négociable, alors cherche un frère qui est comme toi. C'est ça que moi je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Tu veux vivre entre ton shit et ta prière? Soit, si tu trouves que c'est pas grave, ok. Mais alors trouve un frère qui est sur la même fréquence. Ne dis pas, je veux, comme dans toutes les annonces de mariage, là, cherche un frère pieux, responsable, qui sera un bon père, qui pourra être ma moitié dans la religion, et tatati, et tatata, qui ne parlera pas de polygamie, hein. Et puis toi, on te voit, tu es complètement destroy. Ou tu changes, ou tu te réformes, ou tu trouves un frère qui est comme toi. Non mais vous comprenez pourquoi on finit fou à la fin? Parce qu'on ne comprend pas. Moi je ne comprends pas. Et quand je ne comprends pas, ça me rend nerveux. Je veux bien tout admettre, mais alors il faut répondre par de la logique. Pourquoi tu vas embarquer un frère pieux, carré, timide, tout le temps dans la lecture du Coran, tajwid, très bien, hein, moi je me moque pas du tout, hein, c'est beaucoup mieux que moi, machallah, ça vaut 10 000 fois les audios, les directs, machin, c'est des frères super. Mais pourquoi tu veux ça quand toi tu patauges dans shit, section d'assaut, truc, machin, prière plus ou moins à l'heure, plus parfois prière suspendue parce que je suis déprimé? Parce que tu cherches un mari vaccin, un mari thérapie. Mais cette thérapie-là, n'oublie pas, ma soeur, mon frère, que tu vas être jugé seul. Commence ta thérapie tout seul chez toi. N'attends pas le vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Oui, le vaccin, il va fonctionner 1 semaine, 2 semaines. Ah, mon mari se lève à le fajr, je me lève avec lui. Je rouspète pas, etc. Et au bout de 2 semaines, quand vous aurez eu une petite dispute, un petit malentendu, une petite blessure de l'âme, ah, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Dans les deux sens, hein, homme-femme, je ne répète pas. C'est ça la réalité. Votre âme, vous pouvez la contraindre par amour quelque temps. Tant que tout est lisse, que tout est beau, qu'on est dans la passion, alors on a envie de plaire à l'autre, on a envie de lui montrer « je suis comme toi, je fonctionne comme toi », etc. Mais dès qu'arrivent les problèmes, on revient sur nos fondamentaux à nous. Moi, j'ai envie de me coucher tard, j'ai envie de me lever tard, et moi, j'ai envie de voir tel truc à la télé, machin, et moi, j'ai envie de prier seul, je sais pas quoi, chacun ses trucs. Donc, c'est pour ça que je dis, cette histoire de combattre notre âme, et la mettre en laisse, et l'encadrer, c'est un travail qui doit absolument se mettre en place avant le mariage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont absolument convaincus qu'ils vont tout résoudre dans le mariage. Ah, moi, si j'ai un frère qui me plaît,
Je change tout, je mets le voile, je prie, je me lève à le fajr, j'arrête la cigarette, je deviens optimiste, je ris, je souris, je fais un enfant, tout. Vous repassez un mois après. Ah, oui, le voile, ben, la foi, ça se résume pas à un bout de torchon, c'est dans le cœur. Ah, ok. La clope, ouais, c'est macro, c'est pas haram. Inch'Allah, qu'Allah me facilite d'arrêter. Ah, d'accord. Al-Fajr, oui, je prie avant Shuruk, c'est bon aussi. D'accord. Truc, intimité, machin, même si vous êtes dans la pâte du pain, si votre mari veut. Ouais, mais bon, je suis pas un sac poubelle, hein, c'est quand j'ai envie. Si elle a des envies, laquelle est soulagée seule. Ah, ok. Et qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Ah, ben, il me menace de divorce, le salaud. Ah, le salaud, d'accord, oui, bon. Voilà. Donc, à un moment donné, on arrive sur un champ de ruines. On analyse pourquoi les ruines. Ah, ben, il y a des bombes au phosphore qui sont tombées. Il y a eu du napalm. Il y a eu des mines. Il y a eu des grenades. Il y a eu des lance-roquettes. Tout est cassé. Ah, c'est dégoûtant. Ah, mais oui, mais mon ami, c'est pas toi qui disais venez, venez, bombardez-nous, Allah est avec nous, on n'a peur de rien. Nous allons attaquer l'Arabie et Israël, nous n'avons peur de rien, nous sommes à Raqqa tout-puissants. Et maintenant tu me dis, nos écoles et nos mosquées sont bombardées. Il fallait se calmer avant de faire le gros coup. Il fallait arrêter de vouloir attirer les gens. Regardez vos journalistes, on leur a mis la camisole orange et on fait péter le sang. Vous allez venir, on vous attend ici, hein. On n'a que des calaches, mais on n'a pas peur de vous, hein. Ni de vos drones, ni de vos missiles. Allah est avec nous. Ah. Et puis c'est la débandade. Et alors qu'est-ce qu'on entend? 135 familles de Raqqa veulent revenir en Belgique. Ils demandent à l'ambassade de Belgique de les aider à revenir. Il fallait se calmer avant. Fais ton État islamique en silence. Arrête de faire des actions spectaculaires. Essaye de négocier pour qu'on te foute la paix et qu'on te laisse. Ben non. Quand on disait ça, tu crains les hommes, tu crains pas Allah, espèce de lâche, machin, la prison la prison t'a affaibli, machin, machin. Voilà. Et c'est comme ça pour tous les sujets. On est dans l'exaltation émotive, dans tout. Le mariage, ma moitié, un drap l'un pour l'autre, État islamique, allons-y, machin, etc. Et puis, c'est la débandade. Pourquoi? Parce que nous avons une âme qui est entre les mains des émotions, entre les mains des passions, et pas entre les mains de la raison. Alors tout le monde croit que la raison, c'est pas glamour, c'est triste, c'est pas amusant. Pas du tout. Parce que justement, si on revient au couple, moi j'aime bien le couple, hein, parce que ça explique tout le reste. Si on arrive à se comprendre, on dialogue, on expose ce qu'on peut ou ne peut pas faire, on fait des compromis. Certes, c'est pas aussi extravagant que des assiettes qui volent dans toute la pièce, que des cris avec les voisins qui appellent les flics, que des tartes dans la gueule, etc. C'est moins feu d'artifice, mais c'est beaucoup plus constructif. C'est ça la réalité. Parce qu'on construit sur la base de la raison, de l'échange, du respect. Le respect, c'est aussi un mot qu'il faudrait un petit peu réfléchir au respect. Les gens dans les Muqabala sont très respectueux. On regarde par terre, Allah, Jazakallah, qu'Allah me facilite. Oui, bon, on parle tout bas, on est modeste, on est timide, on est pudique. Et puis, quand ça va mal, on se retrouve devant des diables vivants, avec des musulmans qui lâchent des mots énormes. Salaud, machin, t'as jamais rien fait pour moi, t'es un injuste, t'es un hypocrite, sale truc, espèce de castrat. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et on revient encore une fois à Brulux. Dunya, din. Din, c'est pour le début. Et puis dès que ça va pas comme on veut, boum, dunya qui arrive. Et alors on s'étonne du résultat. C'est pour ça que je sais plus, je vous avoue que je ne sais plus si c'est un hadith ou un verset. Je crois que c'est un hadith. Malheureusement, vous voyez, quand on n'est pas bien armé, on ne sait plus très bien. Peut-être c'est un verset, bref. Quand on nous dit
que Allah il préfère peu d'actes, mais qu'on répète avec régularité, avec stabilité, qui s'ancrent en nous, plutôt que des grands actes basés sur des émotions du moment. Vous connaissez ça, hein? Je suis Gaza, Israël assassin, truc, je mets mon corps en bouclier contre les missiles, les enfants de Palestine sont ma chair et mon sang, berroh beddam, machin. Et puis, le dernier Harry Potter, il est sorti, t'as vu, ah ouais, t'as pas vu avec sa baguette, là, quand il fait le truc, machin. Ouais, Gaza, c'est triste, hein, ouais. Enfin, on a remis une pétition, on a fait une manif, voilà. Espérons qu'Allah les aide, hein. Donc, tu l'as vu, tu disais quoi, Harry Potter? Bon. Ah ouais, Beyoncé, elle attend des jumeaux, c'est ça? Ah ouais. Elle va pas jouer dans une série avec truc. Voilà. Ça, je suis convaincu. Et bon, les frères, c'est la même chose, attention, hein. Ouais, le Barça. Oh là là, ils ont perdu. T'as vu avec Paris, machin. Bon. Et puis la veille, oh, Idlib. Oh, ah, nous sommes tous Alep, machin. Bon, c'est fini, Alep, oui. Alors Messi, qu'est-ce qui devient, Messi? Il va être ballon d'or ou pas? Ah non, c'est Ronaldo. Ah, je sais pas, tu sais, parce que il y a 3 semaines, il avait vraiment mal joué, hein, il faut voir. Bon. Vous comprenez? C'est ça, notre drame, il est là. Qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il faut pas s'amuser. J'ai pas dit qu'il faut pas parfois prendre les choses à la légère, se distraire. Je dis simplement qu'il faut faire très attention. Parce que les vies, la vie qu'on vit nous mène à ça. À en fait être dans des trucs. On croit, hein. On croit, je m'implique pour la Palestine, je mets un avatar, machin. Je suis Alep, je suis Gaza. On met des photos d'enfants avec tous les boyaux à l'air, avec du sang dans la bouche. Tu as vu? Oh, mesquine, machin, truc. Et puis, comment on vit? Rien à voir. Et ça, je l'avais dit dans l'audio, je sais plus lequel, avec Alep, je sais plus le titre. Bref, c'était avant les vidéos, un des derniers audios. J'avais dit ça c'est impossible d'avoir la victoire comme ça. Ni la victoire pour un État islamique, ni la victoire dans nos couples, ni dans aucune forme de victoire n'est possible. Parce que justement, je reviens à ça, Allah, ce qu'il attend de nous, pas qu'on soit parfait, pas qu'on fasse pas de péché. Au contraire, il a dit, si vous n'aviez commis aucun péché, j'aurais fait une autre création qui aurait fait des péchés pour qu'ils implorent mon pardon. Donc, le fait qu'on fait le fait qu'on fait des erreurs, qu'on ait des manquements, ça fait partie de l'équation. Ce n'est pas ça le drame. Le drame, c'est que non seulement on ne demande pas pardon, mais en plus, on endosse deux rôles sans remettre ça en question. Est-ce que c'est normal finalement que le vendredi, je suis là avec mon, comment ça s'appelle, l'écolier, là, le truc où il compte les dhikr, etc. Je suis là avec les frères, avec mon siwak, machin, je mets du henné dans ma barbe, truc. Et le lundi, je suis là avec Brulux, t'as du shit, c'est arrivé du Maroc. Ah oui, c'est du bon, tiens, goûte, truc. T'as entendu le dernier son de Mr. You? Ah ouais, non, ça donne, hein, je l'ai mis dans ma caisse avec le subwoofer. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des variations dans nos vies, des petits moments, des petits trous, on s'exalte, tasbih, voilà, etc. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'à un moment donné, de manière répétée et constante, on est dans deux réalités. Quand on est tout seul, c'est déjà un problème. Mais le problème, c'est quand on embarque quelqu'un avec nous dans un mariage, ou quand on est avec des frères, avec des amis. Ça veut dire, bon, de nouveau, ça va vous faire peut-être rire, mais c'est des trucs que moi j'ai déjà vus. Hein, donc voilà. Je suis chez un frère, il y a la sonnette, là, comment on dit, le parlophone. Je sais pas comment on appelle ça en France. C'est un autre nom. Chez vous, ça s'appelle autrement. Bref. Donc ça sonne et c'est un système où quand on pousse sur le bouton, on voit la caméra la personne, on la voit dans l'écran. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Si quelqu'un le sait, il écrit. Alors ça sonne et je rigole, mais c'est un peu bizarre. Et moi j'avais passé toute l'après-midi chez ce frère, donc il a eu beaucoup de visites. Et c'est là où j'ai compris ça. Première chose qui sonne, sa mère. Truc, il met de l'ordre, je sais pas tout quoi, et alors il la reçoit, et il dit certaines formules, il parle très gentiment, il parle tout bas,
Bon, elle avait un espèce de collier avec une main de Fatma. Le frère n'arrêtait pas de me parler de shirk, truc, machin. Je vois qu'il dit rien. Enfin, bref, je vois toute une attitude, ok. Après sonne sa copine. J'ai bien dit copine, hein. Interphone, voilà. Sa copine arrive, je le vois complètement différent. Il fait le macho, t'étais où? Tu m'as pas prévenu, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je te préviens, ça rigole pas. Je dis, oula, je savais pas qu'il était aussi chaud comme ça. Et alors on voit la sœur un peu qui est là, qui a l'air d'être un peu mi-peureuse, mi-charmée. Je dis, ah, donc il doit comprendre son fonctionnement. Bon, bref. Puis arrive un frère très religieux, plus religieux que lui, quoi, et que moi. Donc la tenue, la barbe, etc. Je vois le frère qui il sort des bouquins de sa bibliothèque, il les met sur la table, il va enfiler une chemise longue. Moi j'assiste à tout ce spectacle, je dis je suis dans un théâtre en fait, je comprenais pas. Enfin bref. Et au bout de la journée arrive un espèce de raki. Et là le frère qui m'avait absolument rien dit commence à dire au gars, oui, truc, je suis possédé, machin, la nuit je saute dans mon lit, je déchire mes vêtements. Enfin, moi, vous savez, à un moment donné, je sais que c'est très à la mode, l'histoire des roquia, etc. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, on a affaire, en fait, à des désordres psychologiques, à de la schizophrénie non assumée, et à un désir, en fait, à un moment donné, de ne pas assumer qui on est. Parce qu'en fait, ce frère, comme moi, à un autre niveau, comme vous, etc., à un moment donné, il gagnerait à être lui. À être lui, c'est-à-dire, maman, tu sais, ta main de Fatma, quand même, tu sais, le prophète sallam, il a dit, sérieux, quand même, tu devrais faire un effort, crains Allah, je t'aime, c'est pour ça que je te le dis. Tu vois, gentiment, mais il devrait intervenir. Avec sa copine, je m'excuse, la fille, elle est déballée, elle n'a pas de voile, elle est habituée à aller et venir. Tu fais le macho, mais pourquoi tu prends une femme des rues, si tu veux une femme qui marche droit, assume. Tu veux une espèce de Jennifer Lopez maghrébine, ben assume qu'elle est un peu zigzag, qu'elle est un peu habituée à se balader, etc. Voilà, et compagnie, quoi. Tu fumes du shit, t'as des problèmes avec tout ça. Ne commence pas à baratiner le raki, et dis plutôt que t'as des problèmes psychologiques parce que quand t'es en manque de trucs, tu deviens nerveux, quand t'as fumé, tu deviens comme ça. Voilà. Donc à un moment donné, moi je pense que beaucoup de nos problèmes, beaucoup de... Oui, voilà, Daoud, voilà, c'est tout ça. À la fin... Parce que bon, il y a une grande différence en être un musulman pratiquant avec des lacunes, avec des manquements, avec des péchés, et être quelqu'un qui a des natures profondément différentes, à l'opposé. C'est là où, bon... Et comme je vous dis, quand ses frères se marient, la sœur, elle arrive, elle croit qu'elle s'est mariée à un barbu pieux, euh, elle se retrouve, parce que le gars, il peut pas masquer longtemps. Au bout d'une semaine ou deux, ben, il a envie de son shit, il a envie de voir le Barça à la télé, il a envie de jouer à ses jeux vidéo. Alors la sœur, elle dit, tiens, il passe la nuit à ses jeux vidéo. Tiens, j'ai senti une odeur de fumée dans la toilette. Tiens, ouais, etc. Donc, de nouveau, tous ces problèmes-là, les gars qui jettent avec leur bagnole pour tuer des gens au hasard, puis on voit qu'ils étaient camés, etc. Les gens qui se marient, qui divorcent, etc. Bon, je ne dis pas qui a tort et qui a raison. Tout ça, c'est lié à quoi? À des âmes non préparées, non soignées, dont on n'a pas accepté leur nature et dont on n'a pas eu le courage de se soigner avant d'embarquer quelqu'un. Et je maintiens, je sais que j'ai beaucoup de critiques là-dessus en privé, mais je maintiens que ce n'est pas en embarquant quelqu'un de droit dans sa vie que nous, on va automatiquement le devenir. Oui, un certain temps, quand on est dans la période idéalisation passionnelle, mais dès que c'est passé, on va revenir à notre référentiel de base. Et si on ne l'a pas amélioré, soigné avant de se marier, il va revenir tôt ou tard. Bon, ça, on n'a pas envie d'entendre parce qu'on veut des solutions providentielles qui tombent du ciel.
voilà, le frère, il va me corriger, il va me truc, il va m'apprendre ça, il va me forcer à... Oui, au début, parce que c'est nouveau. Mais quand le frère va te parler truc, il y a une sœur qui voudrait être coépouse, elle m'a demandé, nanana, là c'est fini. Ah, le salaud! Ah, moi qui croyais qu'il était pieux, machin, fou, il me dégoûte, ils sont tous les mêmes. Et là, on revient à la caïra d'avant, celle de section d'assaut. Hein? Qui crache, qui insulte, qui lâche des gros mots, qui traîne le mec dans la boue, parce qu'il est venu avec un truc qui n'a pas plu. Bon, je dis polygamie, on peut dire Ijra, on peut dire je vais vivre à la campagne. Quoi, truc, moi je suis habitué à la ville, ma mère, elle ne doit pas habiter loin pour m'aider avec le petit, machin, bon. Chacun ses phobies. Et voilà ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Je vais pas me répéter. Bon, je sais pas, cette fois-ci je vais prendre le temps. S'il y a des questions, plutôt que me les envoyer en privé après, est-ce qu'il y a moyen, pour ceux qui sont encore là, de les écrire? Comme ça, parce que moi je ne peux pas imaginer tout ce qui passe dans votre esprit. Moi je ne fais qu'analyser sous mon angle de vue les choses. Je ne peux pas me mettre dans votre réalité et peut-être j'oublie des cas, des styles, des exemples. Donc, moi j'aimerais bien que si quelqu'un a des critiques, n'est pas d'accord ou a une question, si ce serait le moment de la poser. Voilà, s'il y en a pas ou si c'est pas intéressant, ça sera coupé au montage, c'est pas grave. Mais donc, si vous avez des choses à dire, plutôt que me les dire en privé, c'est le moment. Ouais, mais mon frère, ceci, t'as pas pensé à ça. Oui, mais toi, t'as dit ça, puis t'as dit ça. Oui, peut-être j'ai dit des trucs opposés. Il faut me les dire, alors j'essaie de me corriger ou de m'expliquer. Ah ouais, si j'ai des questions. Ah ouais, ça c'est une bonne idée, ça. Moi j'ai peut-être aussi des questions. Ben, moi je voudrais savoir justement sur ce que j'ai dit là, si vous vous sentez dans le cas de cette schizophrénie, si vous vous sentez schizo, si vous vous dites, j'ai une personnalité islamique, j'ai une personnalité de dunya, parce que si, peut-être moi j'imagine, hein, peut-être vous êtes tous très stables, équilibrés, émotionnellement bien définis, etc., etc. Alors, Harry, qu'est-ce qui est acceptable en termes de défaut chez une femme et à partir de quand ça devient inacceptable? Ah. Alors, tout d'abord, un défaut qui est inacceptable pour un frère, l'est moins pour un autre. Ça dépend. Moi, dans mon cas, si on parle de moi, j'accepte beaucoup de choses. Beaucoup de gens croient que je suis hyper strict, tout à fait faux. Au contraire, je crois que je suis trop laxiste. Bref. Euh, dans mon cas, par exemple, ce qui est inacceptable, c'est une femme qui a un mal-être ou n'est pas content de quelque chose et ne l'exprime pas, ne l'explique pas et ne l'exprime pas afin que nous puissions en discuter. Voilà. Moi, les femmes mystérieuses, secrètes, intérieures, timides dans le mauvais sens du terme, qui refoulent tout, et malheureusement, sans vouloir faire du ségrégationnisme, je sais très bien que dans les familles maghrébines, beaucoup de femmes sont éduquées à ça. Archouma, on cache, on dit pas, on retient. Oui, mais il va penser quoi si? Vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a des frustrations parfois dans un couple pour des choses non avouées qui peut-être auraient été quelque chose que l'homme aurait voulu entendre ou aurait apprécié. Je rentre pas dans les détails parce que bon, c'est pas le moment, mais voilà. Donc mon frère, la question des défauts, c'est une question de personnelle. Pour certains, ça va être, je connais un frère, lui, si une femme élève la voix, c'est fini, il peut plus. Il la voit comme un homme et ça coupe tous ses liens sentimentaux. Si une femme crie, il peut plus. Voilà. Moi, c'est pas ça mon problème. Elle peut crier, elle peut casser, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est je comprends pas. Voilà. Moi, en général, dans ma vie, je deviens nerveux quand je comprends pas. Alors, je suis là, avec les messages ou avec le parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Explique-moi.
et il n'y a rien qui sort. Moi, ça me rend fou. Je peux pas. Je n'accepte pas. On va me dire, oui, mais la sœur, elle n'a pas envie de t'accabler avec ses problèmes intérieurs. Oui, mais si tu t'exprimes pas, ma sœur, je peux pas t'aider. Je peux pas te comprendre. On va être mal à l'aise l'un avec l'autre parce que je vais pas réussir à comprendre le problème. Pire, je vais me construire un schéma. J'ai oublié de parler de ça. Quand on n'a pas d'explication, inévitablement, le cerveau tire des conclusions, parfois dramatiques. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à la dramatisation. D'une petite chose, si j'ai pas d'explication, je m'en fais un grand drame. Parce que je suis comme ça. Je sais pas, je vois une femme, je vois par exemple une femme qui écrit sur son portable, qui quand je viens le tourne, ou quand le téléphone sonne qui sort, automatiquement je vais me dire, elle me cache un truc, il y a un mec de son passé qui refait surface, je vois un truc grave. Après, ça peut être, je parlais d'un truc privé avec ma sœur, je voulais pas que t'entendes. En attendant, comme j'ai pas eu d'explication, comme j'ai pas eu de réponse à mes questions, j'en ai tiré un scénario grave. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Maintenant, les frères, il y a des frères qui ne supportent pas les cris. Il y a des frères qui disent, moi, il faut que ma femme fasse à manger tous les soirs. Moi, personnellement, je m'en fous. Elle fait à manger, elle n'a pas envie, je fais moi. Si à côté de ça, elle me parle et il y a une interaction, je m'en fous, moi, de mettre des trucs dans la poêle et de faire bouillir de l'eau. C'est pas un problème pour moi. Ce que je supporte pas, moi, c'est les mystères et les silences et les longues bouderies. Voilà. Et la vie a fait, je sais pas, peut-être Allah il m'éprouve ou je sais pas, que je ne suis tombé que sur des gens comme ça. Mystère, silence, bouderie, non-dit, refoulement, frustration. Et ça, malheureusement, voilà. Oh là là, il y a eu beaucoup de choses décrites. Si vous écrivez trop vite, j'ai pas eu le temps de lire parce que l'écran coupe à la moitié. Faites un copier-coller de vos questions si elles sont déjà passées trop haut. Il faut qu'il y ait un feeling constant. Stanley, il faut pas non plus rêver. Le feeling constant, c'est pas possible. Il y a toujours des moments où ça se passe mal. Mais le problème, c'est que quand ça se passe mal, il faut gérer ça islamiquement. C'est ça l'histoire. Pourquoi on gère la rencontre islamiquement et on gère pas les problèmes islamiquement? Est-ce qu'on croit sincèrement qu'on va résoudre des problèmes sans l'islam, sans le dialogue, sans la diplomatie, la psychologie? On résout pas, on aggrave tout. Oui, Daoud, je ne sais pas si ma réponse a correspondu à ce que tu attendais, mais c'est une question très personnelle. Donc, on est tous un peu différents, on a des cultures différentes. Si on est plus jeune, on fonctionne autrement. Moi, je parle avec mon âge, avec mon vécu, avec mon passé, donc très spécifique. Salam alaikum, Akhi. Je viens d'arriver. As-tu envisagé le sihr du divorce qui touche beaucoup de femmes, souvent maghrébines? Écoute, Abdel Wahab, moi je t'avoue que ce monde de l'occulte, je ne suis pas familier avec ça. Bien sûr que je n'en doute pas, c'est dans le din. Et c'est vrai que si je fais un... si je fais un... Comment on appelle ça? Si je fais un procès personnel, comment on appelle? Un jugement de moi-même, il est clair que, étant un occidental, très extraverti, très public, qui partage beaucoup, il est possible que j'attire toute une série de choses, dans mon cas, hein, de cet ordre-là. C'est possible. C'est possible. Et effectivement, peut-être que si ça me poursuit sans arrêt, c'est parce que je paye la vie publique. La jalousie, l'envie, les gens qui souhaitent que je divorce, ou parfois les gens sincèrement envieux dans le bon sens du terme, mais le mauvais œil, il a plusieurs formes. C'est tout à fait possible. Que faire? Se taire, difficile, c'est difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui, vous voyez bien, hein, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de dialogue. Donc, comment faire ça en évitant le mauvais œil, la sorcellerie? Je ne sais pas. Mais c'est tout à fait probable, possible, oui. Oh là là, j'ai manqué. Je vais essayer de remonter parce que... Est-ce que la plupart des gens ont vraiment conscience du rôle de l'âme et en est vraiment préparé à la dompter? Au contraire, Stéphanie, je crois que beaucoup de gens s'enorgueillissent de leur âme. J'ai du caractère, je me laisse pas faire.
Vous savez, c'est très à la mode ce truc de autosatisfaction. C'est pour ça que j'aime pas PNL, là. Je suis un leader, je suis un battant, je suis un gagnant. Tous les jours devant mon miroir, je me fous des gifles. Si t'as la pêche, tu vas gagner, tu vas réussir. Vas-y, tu vas tous les bouffer. Moi, j'aime pas trop ce truc-là. Moi, j'aime pas trop parce que il y a quelque chose de malsain pour moi là-dedans. Je pense qu'au contraire, il faut être plutôt modeste, plutôt méfiant envers nous-mêmes et demander à Allah de nous amener vers le bien, même dans la défaite. Rappelez-vous quand j'avais dit, je ne sais plus dans quel contexte, que il valait mieux perdre une guerre en ayant la morale, notre conscience, en étant en paix avec notre conscience, plutôt que gagner une guerre en ayant les mains sales et le cœur sale. En tant que musulman, il vaut mieux aller devant Allah en disant, Ya Allah, j'ai perdu cette guerre, cette bataille, c'était par ta volonté, et je l'ai perdu parce qu'il y a toute une série de choses que j'ai pas voulu faire, par respect pour toi, par respect pour ma religion. Et je pense qu'il vaut mieux dire ça que dire j'ai gagné, et bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais bon, il fallait bien gagner. Et je pense que c'est la même chose dans la vie. Je pense que oui, il, il faut se battre pour réussir, pour avoir des diplômes, pour réussir à gagner de l'argent, etc. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Si, réussir tes études supérieures, tu dois terminer tes études à 24 ans, et que tu t'en sers d'excuse pour avoir un petit copain hors mariage, parce qu'on se mariera après mes études, parce que mon père veut faire une grande fiesta après mes études, c'est pas une excuse. Tu avais besoin d'avoir un petit copain, tu avais besoin d'un mari, eh bien, impose l'idée à tes parents, je vais poursuivre mes études, mais je veux être marié, je veux pas être dans Zina. C'est pas une excuse de dire parce que je fais des longues études, je m'autorise un petit copain. Parce que les études, c'est important, hein, il faut se réaliser, mon père, ma mère, blabla. Voilà, donc moi je pense qu'il faut être très méfiant envers notre âme, il faut la tenir en laisse, il faut pas être dans l'autosatisfaction, ni dans la détestation. Il y a des spécialistes qui se reconnaîtront, je ne vaux rien, je suis bête, je parle trop, machin, je n'ai que ce que je mérite. Ça sert à rien de dire ça. Ce qui sert, c'est de dire, j'ai tel et tel défaut, c'est vrai, je vais procéder à telle et telle réforme, mais malheureusement, ouais, voilà, Amelal, il est là, c'est un ami, hein, donc on se connaît depuis longtemps. C'est aussi un exemple. Le frère, il est là, hein, je parle pas dans son dos. On le voit à longueur de commentaires, dans l'autosatisfaction. Et j'ai raison, et les coupables, c'est les Arabes, et je vous l'avais dit, vous voyez, machin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une spirale continue, dans laquelle il n'y a pas de remise en question. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas mis sur la race des problèmes d'ordre d'éducation? Est-ce que c'est pas l'éducation qui fait que, si on mettrait un blanc dans le même HLM, avec les mêmes copains, avec les mêmes scooters, avec le même shit, avec les mêmes raps, est-ce qu'il va pas sortir comme tous ces gars que j'aime pas? Voilà, les gens préfèrent dire, et les gitans machin, et les roms truc, et les blancs ça. Moi, vous savez, je peux vous amener ici dans certaines villes, dans certains coins, je les vois dans le tram, hein, où il y a des blancs, qui parlent, qui emploient les mêmes expressions, et qui s'habillent de la même façon, et qui réagissent de la même façon que certains délinquants arabes. Ça n'a rien à voir. Amelal, je te l'ai répété 10 millions de fois. Tu me dis oui pour me faire plaisir. Et puis quand tu reviens dans Facebook, tu recommences. Et les Arabes, et c'est les Arabes, et je vous avais dit que c'est les Arabes. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu as 27 ans. Est-ce que tu veux radoter ça jusqu'à 40, jusqu'à 50, jusqu'à 60? Je sais pas. Dans la vie, à un moment donné, il faut se remettre en question. Et comme je l'ai dit, non, c'est pas peine perdue. Moi, je dis jamais que c'est peine perdue. À Melal, à chaque fois que je le verrai, à chaque fois que je lui parlerai, je lui redirai. Je le boycotte pas. Quand il veut venir, il vient, on discute. Franchement, il me donne ses points de vue, je donne les miens. Moi, je suis pas fermé à la contradiction. Je suis pas comme ça. Je suis contre le discours de l'entre-soi. Ne m'écoute et ne discute avec moi que les gens qui sont d'accord avec moi. Non. Moi, j'ai à apprendre des gens qui sont pas d'accord avec moi. Peut-être que Amelal a pensé à des choses, ou il a lu des choses que je n'ai pas lues,
qui peuvent m'apporter quelque chose à ma réflexion. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans je vais aller voir Abou parce que je veux aller déverser toutes mes phobies et il doit les écouter. Et t'as vu, et Zemmour il avait dit, et truc, et regarde le fait divers, et les réfugiés. On vient, et Abou, oui, mes trucs, le social, tu sais, dans les réfugiés, il y a certains qui. Abou, il essaye de mettre des limites, de faire des nuances, de mettre un peu de profondeur. Et on lui dit oui, et puis la prochaine fois, on recommence à zéro. Voilà, mais moi après, c'est pas grave, ça me distrait. C'est amusant de voir un tel, il est anti-truc, un tel, il est nazi, un tel, il est. C'est amusant, mais le problème, c'est à un moment donné, on l'oublie tous. On peut aimer la contradiction, les débats, être dans l'opposition, se chamailler. Mais le problème, c'est que, je le rappelle chaque fois, le problème, c'est qu'au bout du compte, on va tous être jugés individuellement. On va être responsable de nos dires et de nos écrits. Et là, on s'amuse plus. Là, on est face à nos contradictions. On est face à nos mensonges. On est face à nos contradictions. Et il est préférable, moi je pense, se poser les bonnes questions avant. Essayez, j'ai bien dit, parce que c'est difficile, mais essayez d'avoir un jugement équitable et neutre avant d'y être obligé quand c'est trop tard. C'est ça ce que je voulais dire. Je remonte, voir si j'ai rien oublié. Que penses-tu de la hijra dans un pays du Maghreb? Jemila, ok. Oh, ça c'est un grand débat, hein. De nouveau, comme dans la question de Daoud, c'est une histoire du cas par cas. Tu as quel âge? Est-ce que tu es marié à quelqu'un du pays? Est-ce que tu as un bien immobilier dans ce pays? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que dans la ville où tu comptes aller, l'islam est plus ou moins bien vécu, bien accepté? Si c'est pour aller en Algérie, te retrouver au milieu de certains Kabyles qui veulent bouffer pendant le ramadan, qui disent Ave Maria et qui jouent de la guitare en buvant du vin I love Jésus, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller en Algérie. Ça dépend. Où tu vas, avec qui, faire quoi, etc. Chaque fois dans la même histoire. Tu vas aller au Maroc, ok. Tu vas dans l'extrême sud, dans le désert, avec des gens du désert, du côté de Ouarzazate, etc. Ou tu vas à Casa, au milieu des gens assoiffés de bagnoles, de fric, qui font crédit pour acheter un mouton de l'Aïd. Ça dépend. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que les gens n'aiment pas entendre ce genre de réponse. Parce que ça demande cogitation. Ah, il se casse la tête à bout. Hein. Chaque fois qu'on lui pose une question, c'est pas clair. C'est pas un gars clair. Je suis pas clair parce que la vie, elle est compliquée. On est dans un monde compliqué. Vous allez au Maroc, aujourd'hui, vous avez 4 pays en un. Vous avez 4 pays en un. Donc tu vas au Maroc, oui, mais où? Avec qui? Faire quoi? Avec quel argent? Avec quel travail? Dans quel cadre? Entouré de qui? Entouré de gens qui font les gnawa autour d'une tombe et qui égorgent des moutons et qui dansent pendant le ramadan? Je sais pas, ça dépend. Tu vas au milieu des gens qui payent 5000 euros à un passeur pour venir ici laver les toilettes? Je sais pas. Qui, où, quand, comment? Bon. Alors les gens se chamaillent sur mon mur. Je me rappelle 2 sœurs. Oui, mais moi j'habite à Meknès, c'est pas comme ça. Oui, mais non, à Tétouan, tu mens parce qu'à Tétouan ça se passe pas comme ça. Ça dépend, elles sont dans des réalités différentes, elles sont dans des vies différentes, elles ont un mari différent, des familles différentes, une situation économique différente. Si vous êtes au Maroc avec un certain niveau de vie et tout, vous pouvez vous payer des écoles privées, des bons hôpitaux, des cours particuliers avec un spécialiste du tajwid et machin, etc. Si vous êtes dans les bidonvilles où on sniffe de la colle dans les sacs et où on sort des couteaux, le slash, machin, il vaut mieux pas aller au Maroc. Ça dépend. Je sais pas quelle est votre situation. Je sais pas qui est votre mari. Je sais pas quel est votre projet. Et c'est chaque fois la même histoire. Raconte-nous ton expérience en Tunisie, ouais, éventuellement. Hijra, c'est un grand mot car le Maghreb est corrompu. Il paraît que la guerre civile va bientôt éclater, donc ça fait peur de rester en France.
Moi, je vais te donner mon avis, Jemila, et Allah, il est le plus savant. De nouveau, ça va pas être une réponse qui va réjouir les gens, mais bon, c'est ma réponse. Moi, je pense que nous allons tous être éprouvés partout dans le monde. Qui par le climat, qui par les tremblements de terre, qui par l'islamophobie, qui par les bombes, qui par la pauvreté, qui par les maladies, qui par la prison. On va tous ramasser d'une façon ou d'une autre. Euh, Bien sûr, on demande qu'Allah nous préserve et qu'il ne nous donne pas des épreuves qu'on ne pourra pas assumer. Mais je pense que chaque personne qui va essayer de se planquer, qui va essayer de fuir les épreuves, aura des épreuves comment on appelle, qui lui viendront d'un sens qui ne s'attend pas. Euh, Après, de nouveau, on me pose la question, oui, mais le Sham, il y a les hadiths, il faut y aller, etc. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point je reconnais l'importance du Shem, à quel point je pense qu'effectivement euh, c'est la terre bénite, etc. Le problème, c'est le timing. C'est comme dans tout, le timing. Cette guerre qu'on voit là-bas en Syrie, elle peut empirer. Elle peut durer 20 ans. Elle peut durer 1 an. Euh, On peut, avant de voir une union, voir une grande désunion, comme on a vu jusqu'à aujourd'hui. Truc, machin, Ahrar a parlé avec les Turcs, donc truc du Shem n'est pas content, c'est des traîtres, donc on se désavoue des moshriks. Oui, mais truc, vous n'êtes pas pragmatique, sans les armes des Turcs, on ne gagnera pas. Oui, mais non, on a Allah avec nous, c'est mieux que les armes. Qu'est-ce que... Moi, j'ai pas envie de me retrouver au milieu de ça. J'ai pas envie de me retrouver au milieu de gens. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont à l'écart de tout ça. Ils sont dans des montagnes, ils sont dans des petits villages à part, près de la frontière turque. Ils sont pas vraiment dans des zones conflictuelles comme ça. Ils attendent, ils attendent que les événements se passent. Ils ont peut-être tout à fait raison de déjà y être en stand-by. Je ne sais pas. Allahu alam. Je sais juste une chose, c'est que chacun son cas. Comme je le disais à un frère, qui a des enfants en bas âge, qui n'a pas d'enfants, qui est célibataire, qui est marié, qui a une femme avec une maladie incurable, qui a un enfant autiste, qui a ceci, bon. Chacun doit voir sa situation, chacun doit demander à Allah la guidance, chacun doit essayer de voir qu'est-ce qu'Allah lui facilite. Et voilà. Je sais que c'est pas des réponses qu'on a envie d'entendre, mais c'est la réalité. Après, si je prends le cas, je sais pas s'il est là, je crois pas. Si je prends le cas d'un cher que j'écoutais beaucoup en Belgique, ici, le cher Bassam Ayashi, dans son cas, je trouve qu'il est tout à fait logique qu'il soit là-bas. Il est âgé, c'est la terre de ses ancêtres, il a, il a des terres à lui, il a un bien, il lui reste X années à vivre, il a toutes les raisons du monde de vivre ces dernières années là-bas et d'essayer de jouer un rôle constructif pour essayer d'éviter le sang versé, les injustices, essayer de juger entre les gens pour trouver des solutions à leurs problèmes, etc., etc. Ça dépend. On va là-bas pour quoi faire? Pour apporter quelque chose? De l'argent, des connaissances militaires, des connaissances médicales. On va là-bas pour être un fardeau. On va là-bas pour faire le fou. On va là-bas pour commettre des injustices. On va là-bas pour revenir et puis être frustré et tuer des gens ici dans la rue en disant ah Allahu Akbar, machin, ça n'a pas été en Syrie donc je tire au hasard dans la rue en Belgique, à Paris. Ça dépend. Chacun, ce que je veux dire, c'est chacun ne doit pas se mentir à lui-même. Chacun doit se regarder dans un miroir et doit dire qui je suis, de quoi je suis capable, quel est mon niveau, dans quel rôle je peux être le plus productif. La prêche, l'argent, le combat, la retraite, l'éducation de mes enfants, essayer de parler aux non-musulmans comme le font certains frères des associations où ils essayent de montrer le véritable islam dans les rues, street dawa, machin.
Ceux qui font les religions comparées, qui vont dans des débats pour convaincre des chrétiens, etc. Ça dépend. Ça dépend. Ce qui compte en tant que musulman ou musulmane, c'est que ta vie de musulman, elle serve à servir l'islam. Mais tu peux servir l'islam en t'occupant d'orphelins dans un orphelinat en Turquie. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Tu veux laisser ces orphelins à l'UNICEF, aux francs-maçons, aux laïcs? Vas-y. Si c'est ta vocation, si tu as des facilités là-dedans, si tu as des contacts, c'est très bien de s'occuper d'orphelins, de leur donner de l'amour, de les éduquer, de les consoler, de leur faire oublier les traumatismes de la guerre. C'est louable. C'est islamiquement louable de faire ça. Les gens croient, même les autorités, malheureusement, je leur ai dit quand je répondais aux questions, que quand on dit Al-Jihad fi sabilillah, ça veut dire tirer. C'est plein de choses le djihad. C'est éduquer, c'est soigner, c'est apaiser, c'est financer, c'est élaborer des projets, apporter un quelconque forme de soutien. C'est plein de choses. Les gens croient que fi sabilillah, ce n'est que al-qital. Fi sabilillah, c'est plein de choses qui servent l'islam, qui servent les musulmans en souffrance. Chacun avec ses compétences, avec ses possibilités. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'aventurer dans quelque chose où on n'est pas compétent. Moi, je ne vais pas aller dans un hôpital faire le chirurgien si quand je vais opérer les gens, je vais les tuer. Comprenez? Moi, je ne vais pas demander une sœur en mariage si c'est pour la ramener, être une esclave chez moi, à lui foutre des gifles et à l'humilier. Je reste tout seul si je suis un mec violent et qui est agressif. Je reste tout seul. Comprenez? Il faut savoir qui on est. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut donner ou pas donner. À tous les niveaux. Et beaucoup de gens se lancent, comme plein de jeunes, le chem, machin, et puis ils arrivent là-bas, ils sont partis sur quelle base? J'ai vu des photos, les beaux pick-up Toyota, les villas de Scarface avec les piscines, tout le monde avec un flingue. Moi, je suis là dans ma cité, je tourne avec mon scooter, je m'ennuie. Là-bas, je vais devenir quelqu'un. Puis il arrive là-bas, on l'envoie en première ligne comme chair à canon, il voit des potes déchiquetés, il est blessé, il est paralysé. Et puis quoi? C'est fini les villas et les pick-up. C'est la réalité. Donc il faut savoir qui on est. Il faut arrêter de se la raconter. À tous les niveaux, parce que je parle de combat, mais il y a le reste. Orphelin, s'occuper de 20-30 enfants, c'est une vocation. Hein. Il faut supporter les cris des enfants, les pleurs. Monsieur, monsieur, Habi, machin, amour. Il faut avoir la patience. Si tu vas là-bas pour commencer à gifler les enfants, ou comme certains soldats français en Centrafrique, les abuser et les violer, reste chez toi. Hein. Garde ton mal chez toi. Ça dépend. Ça dépend qui tu es. Et moi, je ne peux pas répondre à une question générale pour des cas individuels. Ce serait une injustice de faire ça. Chacun est dans son cas. Les gens qui sont partis là-bas en Syrie doivent être des gens posés, stables, émotionnellement convaincus, qui ne font pas parler leurs émotions avant leur raison, qui mettent toujours la religion en avant, avec du fiqh el-waqi, de la jurisprudence du contexte, pour pas faire des gaffes. Parce qu'ils vont chez des gens qui depuis 50 ans sont dans le baasisme et dans le nationalisme. Tu ne peux pas arriver et vouloir que tout le monde soit Abu Bakr as-Siddiq. Non, ces gens ont vécu dans une autre réalité. Ils voient des feuilletons indiens à la télé, ils fument, voilà. Tu dois gérer ça. Tu ne vas pas arriver chez un peuple de saints, d'anges. Si tu vas là-bas pour dire « Ah, c'est des mouchriks, on va tous les tuer », reste chez toi. Reste chez toi. C'est des gens qu'il faut rééduquer. Ça prend du temps. Enfin bref, c'est un autre débat. J'ai raté 20 questions. Je remonte. Qu'est-ce que tu penses de ce dicton? On choisit ses amis, mais pas sa famille. Effectivement, Stanley, sa famille, on ne la choisit pas, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de qui qu'il soit, avoir un bon comportement avec eux. Pourquoi? Parce que, de nouveau, on voudrait arriver le jour du jugement en se disant « Ma mère était une dévergondée, mon père était un lâche, tous les deux kuffar, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu pour montrer une bonne image, pour les écouter,
pour leur parler avec respect. Ils n'ont pas voulu, moi j'ai fait de mon mieux. Alors on ne choisit pas sa famille, mais on choisit le comportement qu'on a avec eux. Et donc, vouloir ou pas, on doit gérer ses proches. On ne doit pas vivre chez eux, on ne doit pas les visiter tous les jours, mais on doit les gérer. Et les juger, les rejeter, les diaboliser, et parfois être impoli ou méprisant avec eux, c'est pas la bonne attitude. Ça va amener quoi? Rien de bon. Ils vont pas comprendre votre islam, ils vont vous voir comme un extrémiste, ils vont certainement pas être attirés à se convertir. Il n'y a que du négatif qui peut sortir de là. Voilà. Ok, ça j'ai répondu. Alors, Karim. Pour revenir au sujet, moi je pense que le caractère d'une femme dépend à 99% de son origine sociale. Donc si tu l'as bien analysé avant, t'as un coup d'avance. Hors imprévu, émotion, etc. Oui, 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 Samia, j'arrive. Attendez, d'abord, Karim, j'essaie de bien comprendre ce qu'il a dit. Euh, Karim, comment je peux répondre à ça? Le mariage, Karim, c'est c'est pas de la logique. C'est pas de la logique. Il n'y a pas d'assurance tout risque. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai connu des frères mariés, ce qu'on appelle des ikhwanettes entre nous, quoi. Donc des sœurs, Tariq Ramadan, habillées avec un voile à la mode, truc, machin. Euh, Salut ma sœur, Boussa, la Bassalik, machin, etc. Et donc on s'est dit, ce sont des gentilles petites filles, bien éduquées, elles ont été à l'université, machin, etc. Et puis tu te rends compte, bon c'est un cas extrême que je vais te donner là, mais ce frère-là, je crois qu'à un moment donné, il a parlé de polygamie, il s'est retrouvé avec un avocat sur le dos, mécréant. Elle a traîné dans la boue, elle a pris des pensions alimentaires, elle l'a dévasté le frère. Pourtant la sœur avait l'air inoffensive, bien éduquée, pleine de retenue, des petits sourires, etc. Ouais, mais elle connaissait bien les lois, elle était amie avec des avocates qui lui ont conseillé de faire ça, et le frère il est ressorti en slip, en parole courte, hein. Donc voilà, je te donne un exemple flash pour te dire non, non. T'as des sœurs qui peuvent venir d'HLM, qui écoutaient du rap, qui étaient des filles, des petits garçons manqués, qui sont vraiment réformés, qui sont vraiment, qui ont voulu changer et qui se battent contre elles-mêmes et qui pour rien au monde ne vendraient leur mari à un quelconque forme de tarot, etc. Ça dépend. C'est vraiment, il faut demander à Allah la guidance. Il faut demander à Allah qu'il te mette quelqu'un de bien devant toi. Et le mal est partout, le bien est partout, dans toutes les races, dans toutes les communautés, dans tous les milieux sociaux. Et il faut placer toute sa confiance en Allah. C'est comme ça. Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais fermé de porte dans ma vie. Qu'une sœur soit jeune, âgée, avec des enfants, sans des enfants, pour la polygamie, contre la polygamie. Ça, c'est un bon exemple, la polygamie. Combien de fois j'ai entendu: ah oui, moi j'interdis pas ce qu'Allah a permis. Non, mon frère, je me permettrai pas. Moi, je respecte tout le Coran, je connais la Sunna, hein. Et quand elle s'est retrouvée devant le cas, c'est presque si elle n'a pas sorti un couteau devant le frère. Et d'autres sœurs, ah non, moi je pourrais jamais, mon nefs, machin. Quand c'est arrivé, qu'Allah me renforce, etc., ça s'est bien terminé. Impossible à deviner à l'avance. Le blanc devient noir, le noir devient blanc. Tu ne sais pas comment le nefs réagit face aux épreuves. Même chose avec l'histoire des guerres, des frères grande gueule, truc, al-jihad, machin. Ils arrivent là-bas, ils s'enfuient, ils tombent malades, ils ont des problèmes psychologiques. Et d'autres frères qui étaient tout timides, tout peureux, là-bas ils deviennent des autres hommes. C'est ça la vie. Comment il disait le Forrest Gump? Comme une boîte de chocolat, je sais pas quoi, mais c'est ça. Revenir aux femmes menteuses, oui, ça je vais m'en parler. Que pensez-vous des sites qui donnent des signes de compatibilité des prénoms? Certains disent vrai, mais c'est un bon début pour connaître le caractère de la personne. Oh là là. Mon frère Mourad, là ça va mal. Je crois qu'il y a des, il y a des auras qui sont très bien, il y a des auras qui sont des pestes, il y a des Khadija magnifiques et il y a des Khadija détestables. Au-delà de ça, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Euh,
Moi, je crois pas dans le déterminisme social, Karim, je t'assure, hein. J'y crois pas. Moi, j'ai rencontré en prison des frères qui venaient de sales milieux, qui avaient un sale passé, et qui étaient vraiment des frères, mashallah, quoi. Dans le sens, tu pouvais compter dessus, ils m'ont rendu des services incroyables. C'est... Eh, mais Amelal, tu oublies tous les Arabes bien que tu as rencontrés, tu te focalises sur les mauvais, parce que tu fais un transfert affectif de ta famille sur tous les Arabes, je te l'ai déjà dit. Tu connais pas tous les Arabes, tu vis dans une ville où il y en a très peu, tu ne connais que quatre cinq familles d'hypocrites qui sont avec des maisons à crédit et qui se chamaillent pour gouverner une mosquée. C'est pas, ça représente pas tous les Arabes du monde, hein. Et puis tu vois quoi? Tu vois les F de souche et tous les récits des racistes qui parlent des Arabes en mal, ou de certaines personnes de ta famille au bled qui sont ce qu'ils sont. Mais voilà, moi j'ai rencontré des centaines de Marocains, et sur 100 Marocains, il y a 20 genres différents. J'ai vu des étudiants très modestes, très timides, très bien éduqués, etc. J'ai vu d'autres gens arrogants qui ne parlent que de drogue et de coucher avec des blondes. Tous venaient des mêmes villes, des mêmes milieux, mais ils sont différents. Il y a les âmes, il y a les caractères, il y a la guidance d'Allah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui jouent. Je sais que tu n'aimes pas entendre ça, mais bon, bref. Voilà, voilà. Bon, on va terminer avec l'histoire de Samia, les femmes menteuses. C'est le traumatisme du jour. Euh, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai voulu dire. Bon, moi je pense que... mais je ne l'ai pas dit en termes de jugement, je l'ai dit en termes de spécificité psychologique. Je pense que les femmes, depuis que la femme est femme, ont utilisé le mensonge comme une arme pour se défendre. Pourquoi je dis les femmes et pas les hommes? Parce qu'on m'a dit, oui, mais les hommes, pourquoi je dis les femmes et pas les hommes? Parce que les hommes, souvent, ils ont résolu leurs problèmes par la violence, par la confrontation physique. Et les femmes sont dans une logique beaucoup plus de manipulation mentale pour contrebalancer leur faiblesse physique. En dehors de quelques, comment je vais dire, de quelques africaines très garçonnes ou très garçons manqués qui résolvent leurs problèmes en se battant dans certains ghettos blacks ou en Afrique. En général, les femmes sont plutôt dans les médisances, les rapportages, les paroles lourdes, etc., plutôt qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que la femme utilise le mensonge. Moi, j'estime que c'est pas vicieux. Elle l'utilise en fait pour se préserver de certaines choses, pour se préserver elle-même, et surtout, surtout, pour protéger leur réputation. Pour les femmes, encore plus que les hommes, c'est extrêmement important qu'est-ce que les autres pensent d'elles. Et pour ça, il faut masquer toute une série de choses. Alors on va me dire, oui, mais c'est bien de masquer les péchés. Moi, je ne parle pas des péchés. Je parle de... Aucune femme n'a envie de dire, elle désobéit à son mari. Aucune femme n'a envie qu'on dise d'elle, elle est agressive, elle est capricieuse, elle est maniaque, elle est possessive, elle est dominante, elle ne respecte pas. Les femmes ont dans leur nature le désir d'être la meilleure des femmes, les plus douces, les meilleures cuisinières, les meilleures maîtresses, les meilleures mamans. C'est dans la femme. Une femme, elle a souvent des conflits intérieurs parce qu'elle n'est jamais assez bien. Comme une fois j'ai entendu, tu penses quoi de mon plat, ça va? Ah, je dis franchement, il est super bon. Et moi je mens pas, hein, franchement. Oui, non, tu dis ça pour me faire plaisir, je sais que je l'ai raté, j'ai mis trop de sel, etc. Donc dans la femme, il y a toujours cet instinct, je suis pas assez ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez intelligente, je suis pas la meilleure maman, il y a une autre femme qui va plus convenir à mon mari. Donc il y a toujours cette tension dans la femme de pas arriver à être ce qu'elle voudrait être dans son idéal. Et donc, pour ça, il faut sauver les apparences. Et pour sauver les apparences, on ment. On ment, on cache, on dissimule. Et évidemment, on le fait à fond dans les muqabala, bien entendu. Sinon, on ne va pas commencer à sortir les sales dossiers devant le futur mari. Quand je me fâche, j'hurle. Quand je me fâche, jette des assiettes par la fenêtre. Qui va dire ça? Personne.
Donc évidemment, on a tendance à embellir et à mettre en avant tous ses bons côtés. Moi, par exemple, quand je discute avec quelqu'un en vue d'un mariage, j'insiste sur mes mauvais côtés. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une vie publique, je suis quelqu'un qui décortique psychologiquement l'autre, qui creuse dans son passé, qui essaie de comprendre comment il fonctionne, etc. C'est des défauts que j'ai. Je suis comment on appelle, dans une suractivité cérébrale. Je pense, j'analyse, je vois, j'écoute, je prends des notes, etc. Voilà, malheureusement, je suis comme ça. Mais d'un autre côté, je suis très tolérant, j'aide, j'écoute, je suis un homme de dialogue, je, je cherche des solutions, je suis toujours prêt à aider la famille, l'entourage. J'aime les enfants des autres comme si c'est les miens, etc., etc. Voilà. Mais malheureusement, chez la femme, elle ne s'autorise pas l'idée qu'elle a des points négatifs. Pour une femme, c'est inconcevable de dire j'ai quelque chose qui ne va pas. Une femme doit toujours dire tout va bien chez moi. Tout va bien. Ou bien alors, elle utilise une autre technique qui consiste à dire cet homme m'intéresse, mais j'ai des défauts tellement insurmontables et que je n'ai pas envie de réformer que je vais tout lui balancer. Ah, je te préviens, je suis hyper jalouse, je suis hyper possessive, et je fume, et je prie pas à l'heure. Alors, tu veux toujours? T'es sûr, hein? Parce que tu vas pas rigoler, mon ami, hein? T'es sûr que tu veux? Oui, mais t'as bien entendu ce que je t'ai dit, hein? Moi, c'est, moi, c'est ruina, hein? Quand il y a une autre femme, c'est laisse tomber, hein? S'il y a des couteaux, je sais pas ce qui se passe. Tu veux toujours te marier avec moi? Ça, c'est une technique qui a pour but de dire, tu m'intéresses. Mais si tu me prends, prépare-toi à encaisser, mon ami. Comme ça, après, quand ça arrive, ah, moi je t'avais dit, hein. Ah, je t'avais dit que j'étais accro aux cigarettes. Tu le savais, non? J'avais insisté là-dessus. Ah, ne dis pas que je t'ai menti, hein. Ah, maintenant, ne te plains pas. Oui, mais ma sœur, tu m'avais dit que tu allais faire des efforts pour arrêter. Et je t'avais dit que j'allais patienter, que tu allais perdre cette mauvaise habitude. Mais là, je vois que tu fumes de plus en plus. Oui, mais c'est normal, tu m'énerves, hein. T'es sur Facebook, y a des sœurs qui te mettent des j'aime. Ah non, c'est à cause de toi que je fume plus. Salaud. Ah, la boucle est bouclée. On a trouvé le salaud de service. Et alors voilà le fonctionnement des femmes, c'est-à-dire que soit c'est le mensonge, je suis une sainte, je fais tout bien, et puis après, oulala, elle sait pas cuire un œuf, oulala, quand il y a un problème, elle pète des plombs, etc. Ou bien c'est, je te bombarde avec tous mes mauvais côtés, comme ça si tu acceptes après, ne dis pas que t'as pas été prévenu. Non mais on rigole, je sais que c'est rigolo, mais le problème c'est que c'est la réalité. Le problème c'est que c'est la réalité. Et moi j'aimerais dire aux femmes, soyez franches et honnêtes, cessez de jouer des rôles. Et cessez de vous dire qu'il y a des choses qui sont honteuses. J'ai pas dit qu'il faut s'enorgueillir ou être fier de ses péchés ou de ses manquements. Je dis simplement qu'il faut dire la vérité. Par exemple, de dire, écoute mon frère, je vais pas me la jouer. Quand je suis un peu triste, quand j'ai un peu un coup de blues, j'ai encore cette manie d'écouter une chanson, etc. Pour le moment, je fonctionne comme ça. Après, j'espère que je serai de moins en moins déprimé et que j'aurai de moins en moins envie d'écouter. Mais voilà un petit peu comment je fonctionne pour le moment. Et après, le frère, il dit, j'accepte pas, ou j'attends qu'elle se réforme avant de l'épouser. Mais au moins, on sait où on va. Pourquoi rentrer dans des rôles de théâtre, des mensonges, des exagérations, pour après se retrouver face à la situation, inévitablement. Inévitablement. Moi, par exemple, voilà, on va dire que je parle des autres. Parlons de moi. Moi, comme j'ai vécu pendant 20 ans hors de l'islam, mes 20 premières années de ma vie, j'étais pas musulman. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'automatismes que les musulmans pratiquants ont que je n'ai pas. Que moi, ça me demande un effort. Moi, pendant 20 ans, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai bu n'importe quoi, j'ai dormi n'importe comment, etc. Donc pour moi, c'est tout un travail d'adopter certaines choses. Par exemple, moi je connais des gens qui ont plein de défauts, mais quand il y a le soleil, quand il y a le, comment on appelle, quand il y a le réveil qui sonne al-Fajr,
Ils sont debout, truc, machin, la douche, hein, prière. Machallah. Moi, ça me demande tout un processus. Machin, truc, me lever, un truc, râler, prier, boire un café après, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le cacher? Pourquoi est-ce qu'il faut dire, ah non, moi, Al-Fajr, je me réveille comme un soldat, truc, nickel, chrome, je prie à l'heure, la grande forme souriante, bonne humeur. Préviens l'autre, écoute, le matin, s'il te plaît, réveille-moi si tu vois que je me réveille pas. Ne me laisse pas dormir, mais va doucement, truc, voilà. Comme ça, au moins, tout le monde sait où on met les pieds. Et on n'est pas devant, ah, mais moi je croyais que c'était un frère pieux, oh là là, il a dur à se réveiller, hein, moi je savais pas, je croyais que c'était lui qui allait me réveiller. Et on est parti dans les débats. Tu devais m'aider, je devais t'aider. Non, moi j'attendais, non, mais toi t'attendais. Oui, mais moi je croyais que t'allais arrêter, oui, mais je croyais que t'allais m'aider à arrêter. Et vous comprenez le circuit. Et tout le monde se jette les fautes, et on termine dans des divorces tragiques. Salaud, garce, machin, truc, mouchrika, mouchrik, truc. Je vais dire à ta mère, hein, ouais, mais toi, tes potes, je vais leur dire aussi que. Voilà. C'est ça le drame. Soyons humains, soyons honnêtes, soyons francs, soyons carte sur table, poliment, gentiment, avec retenue. Pourquoi faire du théâtre sans arrêt? Pourquoi vouloir se la jouer plus que ce qu'on est, parfois pire, plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, non, moi, je veux faire un mariage à l'ancienne, je veux pas voir ma femme, je vais épouser celle que ma mère va ramener, machin. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu veux aller plus loin que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, quand un homme a dit qu'il voulait épouser cette femme, il a dit, est-ce que tu l'as bien regardée? Va la regarder, regarde-la bien, regarde. Pourquoi toi tu veux mettre la barre plus haut? Moi, c'est ça que je comprends pas. À un moment donné, c'est déjà bien, c'est déjà miraculeux si on arrive à être dans la sunna, ni plus ni moins. Alors pourquoi est-ce qu'on veut endosser des rôles? Même chose avec l'histoire des combats. On a plein d'exemples. Rappelez-vous, celui qui a combattu, et le prophète, Sassam, il a dit, voilà un habitant de l'enfer. Quoi? Lui? C'est pas possible. Il est courageux. C'est un modèle pour nous, etc. Oui, mais voilà. C'est comme ça. Parce que ceci, parce que cela. Dans la vie, il faut à un moment donné se dire, en me présentant honnêtement à l'autre, je commence dans un mariage honnête. Voilà. Moi, pourquoi je vais aller dire à une sœur qui me plaît, ah non, moi je suis un gars, je parle pas beaucoup. Ah non, l'internet. Ah non, non, c'est pas pour moi. Tu seras mon tout, tu seras ma reine. Je serai à tes pieds jour et nuit. T'inquiète pas, je t'amènerai le déjeuner au lit. Je me ferai discret. Pourquoi je vais mentir? Dans quel but? Après, elle va me voir sur le net. Quoi? Tu m'avais dit qu'il n'y aurait que moi, que je serais ton phare, ton truc, ton pharaon. Salaud, tu m'as menti. Oui, mais non, parce que truc, tu comprends, quand même, c'est ma nature. Et on est parti dans les conflits. Voilà. Oh là là, désolé, vous avez beaucoup écrit et je t'occupe à parler, donc... Excusez-moi, je lis. Hein. Il y en a qui confondent pieux et parfait. Tout à fait, exactement, Stanley. Alors, Issa... Avant de chercher la meilleure des femmes, soyez déjà meilleur vous-même. C'est ce que je dis depuis le début ici. Hein. Je crois que tu es arrivé à la fin. La critique est facile, mais les hommes se mentent à eux-mêmes et c'est souvent pire. Wallahu alam. Moi, je ne pense pas que les hommes ou les femmes, c'est pire. Je pense que nous sommes tous malades à des degrés divers. Je donnais les exemples les plus extrêmes. Et je pense que deux malades ne peuvent pas donner un mariage sain. C'est pas parce que deux personnes ont le sida qu'ils vont avoir des enfants qui n'ont pas le sida. Malheureusement, les deux, hommes et femmes, doivent se soigner avant de s'engager dans un mariage. Ou sinon, soit on contamine l'autre qui était sain avant, ou soit on aggrave notre maladie en la perpétuant. Donc c'est que du négatif. Mais je crois que tu n'étais pas là depuis le début, Issa, mais enfin, c'est pas grave. Mhm. Voilà, Melal, c'est l'exemple de ce que je viens d'expliquer. Donc après tout ce que je viens de raconter, je parle depuis 2 heures, je crois, il me dit, pourquoi tu perds ton temps avec les Arabes? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Épouse une blanche. Tu n'auras pas ces problèmes. Voilà, donc ça veut dire que tout ce que j'ai expliqué, vous voyez quand je vous dis que les gens ont des phobies maladives,
Tout ce que j'ai expliqué, ça n'a servi à rien. Les gens sont dans le contentement de leur âme et de leurs convictions. Et je vous garantis que quand vous arrivez avec cette mentalité-là dans un mariage, c'est foutu d'avance. Parce que dans un mariage, il faut être souple, flexible, adaptatif, ouvert au compromis, ouvert au dialogue, à la remise en question. Quand on arrive avec sa mentalité de célibataire, je suis comme ça et je pense comme ça et ça va fonctionner comme ça dans le mariage, soit on est devant une masochiste qui aime souffrir et peut-être ça va aller, soit on se ramasse une hypocrite qui fait semblant et dès que vous n'êtes pas à la maison, c'est la fiesta, il y a les copines, il y a la maman et on fait tout l'inverse, ou soit c'est le fiasco et c'est le divorce tragique. Voilà. Donc, Amelal, qu'Allah t'aide, moi je sais plus quoi te dire, tu vois, voilà, avec les Arabes, il faut être dur et cogné. C'est pas, Amelal, tu devrais mettre tes propos en comparaison avec ce que le prophète salam il a dit. Est-ce que tu as un écrit, une source islamique qui dit qu'avec les Arabes, il faut être dur, il faut les cogner? Si tu sais justifier ça islamiquement, moi je t'écoute, hein. Moi, j'ai juste lu certaines critiques sur les Bédouins, certains types, etc. J'ai pas. Oui, mais Amelal, moi, mon comportement, il est dicté par l'islam et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas dicté par le comportement des Noirs, des Blancs, des Arabes, et en fonction de ça, je vais adapter le mien. Je l'ai déjà dit. C'est comme ce que j'avais dit aux policiers. C'est pas parce qu'on me soupçonne d'être un gourou terroriste qui endoctrine des jeunes, que moi je dois accepter qu'on me mette dans ce rôle-là. Je dis, moi je ne le suis pas, et je ne dis rien qui va dans ce sens-là. Et prouvez-le-moi, démontrez-moi que je suis ce que vous dites. Moi je vois que j'ai fait des vidéos qui durent des heures et des heures, où j'ai expliqué en long, en large tout ce que je viens de dire. Ne partez pas, vous serez un boulet là-bas, ils n'ont pas besoin de gens, ils ont besoin de soins et de médicaments. Moi, j'ai dit tout ça. Pourquoi vous dites que j'envoie des jeunes? Est-ce que vous avez le témoignage d'un seul parent ou d'un seul jeune qui dit que je l'ai poussé à partir, qui dit que je l'ai amené à l'aéroport, qui dit que je l'ai endoctriné, qui dit que je l'ai poussé? Il n'y en a pas un. Dans tout le dossier, il n'y en a pas un. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez participé à des repas, et peut-être, comme ces repas se faisaient à rideau fermé, peut-être que là, dans le secret des repas, vous avez influencé des gens. Vous avez des preuves? Vous avez des enregistrements? Vous avez des témoignages? Non. Pourquoi vous m'accusez de ça? Parce que je connais Jean-Louis Denis? Ça suffit. Parce que je le fréquente. Voilà. Donc à un moment donné, parler et mettre des opinions, des suppositions, c'est facile. Après, il faut le prouver. Il faut le démontrer. Donc si tu penses, Amelal, que les Arabes sont génétiquement mauvais, méchants, qu'il faut les cogner, etc., tu dois me le démontrer islamiquement. Ou bien tu me dis, je suis plus musulman, je suis devenu nazi, et là c'est différent. Je te parle en tant que personne d'extrême droite. C'est un autre débat. Voilà. Bon, je vais quand même arrêter, hein, parce qu'on va, je crois que ça fait 1 heure. Combien? Oh là là. C'est possible, ça fait 2 heures qu'on parle? Bon, que je parle surtout. Je vais vous laisser ici. Amelal, j'espère qu'Allah va t'aider. Hein. Moi, j'ai dit tout ce que je pouvais te dire pour te faire penser autrement. Et j'espère qu'Allah va pas faire que tu vas tomber amoureux d'une arabe. Sinon, ça va être comique. Ça serait une bonne leçon qui pourrait t'arriver. Allez, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous est un minimum profitable, que j'ai pas dit trop de bêtises. Et à nouveau, s'il y a des critiques, si on veut m'apporter des corrections, si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à écrire pour que je puisse, dans un prochain audio, corriger ce qui a été éventuellement dit de travers. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.